Débat scientifique sur quel type d'agriculture dans les 10 années à venir en France, à l'école d'ingénieurs agronomes AgroParisTech. Avant cela, un petit reportage des années 60 sur la modernisation de l'agriculture introduira ces échanges présentés. Merci. En Bretagne, le regroupement des terres n'est pas une affaire simple. Trop d'agriculteurs se disputent les rares parcelles libres de cette région surpeuplée et il n'est pas possible de mener la politique de regroupement à la cadence qui serait souhaitable. Le problème, heureusement, ne se pose pas dans des termes aussi dramatiques partout. Il existe encore des régions où des hommes décidés peuvent se tailler de grands domaines en défrichant la forêt. Marcel Neuser, 46 ans, dans sa ferme de Bonnevoisine, au centre de 800 hectares conquis sur la Champagne pouilleuse, est un de ces chefs d'entreprise modernes qui mènent l'exploitation du sol comme on mène une affaire industrielle. Des terres qui valent au bas mot 7 millions de francs et un matériel qui en vaut autant. Total, 14 millions, 1 milliard 400 millions de francs anciens. N'est-ce pas là une forme d'agriculture qui sera toujours réservée à une élite fortunée? Qu'en pensez-vous, monsieur Neuser? Pas obligatoirement, ça dépend beaucoup du crédit, des possibilités qui seront données à des agriculteurs ayant de solides qualités techniques, le sentiment, le goût du risque, l'entreprise, comme là ce qu'on peut justement envier aux Américains, c'est qu'en général l'agriculteur américain ou les Américains ont le goût du risque que n'a pas toujours l'agriculteur français. Au fond, à vous entendre parler, on n'a pas tellement le sentiment que vous soyez complexé par rapport aux agriculteurs américains. Non. Non, parce que des comptes rendus que j'ai pu avoir, des contacts également que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, des visites assez nombreuses qui sont venues à Bonnevoisine, que ce soit de l'Amérique, de l'Angleterre, de la Chine ou d'ailleurs. J'ai l'impression que l'agriculteur américain a de gros atouts en main, surtout par un machinisme qui est à sa mesure, à des prix extrêmement intéressants, que bien que très libéral, l'agriculture américaine est quand même très soutenue, qu'au point de vue technique, eh bien, je crois que nous sommes au moins aussi en avance, bien qu'avec des moyens beaucoup plus limités. Vous m'avez dit tout à l'heure, ceux qui disent que l'on ne gagne pas d'argent dans l'agriculture sont des imbéciles. Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent dans l'agriculture? De toute façon, on vit. Puisqu'on vit, on gagne de l'argent. Ce qu'il faut, avant toute chose, je crois, c'est une solide formation de base. Et quand on nous dit qu'il faut des écoles d'agriculture, je dis tout simplement, il faut des écoles tout court. Et vos ouvriers, comment sont-ils payés? Je pense qu'ils sont bien payés. Comme tous les ruraux, ils doivent être payés plus que des citadins. Ce n'est pas un problème d'ouvrier agricole, c'est un problème de rural. Ils ont des salaires de base qui sont intéressants. Un ouvrier polyvalent gagne 2 francs 60 $, ce qui n'est pas énorme. Logé dans des logements, je pense, assez confortables, avec des jardins, et qu'en plus, ils ont une prime mensuelle. Un ouvrier polyvalent gagne en moyenne plus de 900 francs par mois, logé. Et un chef de service, par exemple? Les chefs de service gagnent autour de 1200 francs et plus. Personnellement, je ne sais pas où ils ont vu une agriculture très industrialisée, avec des géants de l'agriculture qui peuplent nos territoires. Quand on voit la moyenne en hectares des exploitations en France, ça laisse un petit peu rêveur. C'est en 2 mots que les 10 prochaines années vont se profiler pour nous, agriculteurs. Ce sont des trains qu'il faut qu'on prenne, où on n'y monte ou on n'y monte pas. Le premier, c'est le train de l'innovation. Aujourd'hui, on en parle. C'était le thème de notre présence au Salon de l'agriculture. C'est un train qu'on ne peut pas louper, dans lequel il faut qu'on monte. Les innovations, c'est d'abord les biotechnologies, la recherche, évidemment, l'agronomie, le biocontrôle, c'est très à la mode, mais ce sont vraiment des développements pour nous qui sont très très importants dans nos pratiques et dans nos métiers, dans toutes les filières. C'est l'agroéquipement, c'est la structuration des filières aussi, et c'est l'innovation dans toutes ses formes. Parce que quand on parle de structuration des filières en termes d'innovation,
c'est précisément parce que quand on entend qu'on est une agriculture ultra subventionnée et sous perfusion, là aussi on croit rêver. L'agriculture, elle est subventionnée, et non pas parce qu'elle est dépendante des subventions, mais parce que c'est un secteur stratégique, en termes d'emplois qu'elle génère, en termes de valeur ajoutée qu'elle a sur la balance commerciale, en termes de maintien d'une ruralité et d'activité sur les territoires, et toutes les agricultures dans le monde sont subventionnées. Aux États-Unis, un agriculteur américain, je le rappelle parce que ce sont des statistiques, est 2 à 3 fois plus subventionné qu'un agriculteur français. En Chine, au Brésil aussi, il y a des systèmes de subvention qui sont assez puissants pour promouvoir certains types de production. Donc l'agriculture est subventionnée non pas parce qu'elle est sous perfusion, mais parce qu'on souhaite maintenir une agriculture et des territoires vivants chez nous, avec des filières de qualité. Quand on parle de la poudre de lait, quand on parle de céréales aujourd'hui qui sont plébiscitées sur les marchés parce qu'on fait de la qualité et on sait faire de la qualité, c'est quelque chose de stratégique qu'il est important de soutenir. Et le deuxième, pour moi, défi, enfin pour nous en tout cas jeunes, sur lesquels dans les 10 prochaines années va pas falloir se lutter, avec l'innovation, c'est aussi justement la territorialisation de l'agriculture. On a parlé de la diversité. Aujourd'hui, il y a énormément de filières, de la valeur ajoutée qui est produite dans nos territoires. Il y a différents modèles, pas industriels, mais on a des modèles qui sont sur 1 hectare, 2 hectares, 1000 hectares. On a voilà, une grande diversité à la fois de production, de modèles, de plein de choses qui font qu'on maintient cette richesse-là. Et aujourd'hui, avoir une agriculture en France qui soit encore performante et existante, c'est un grand atout. Et il ne faudrait pas que demain, on projette en France de fabriquer des Airbus et d'importer du blé. Ce serait quand même dommage qu'on sacrifie un petit peu l'agriculture sur l'autel d'autres considérations financières ou industrielles. Voilà, être une agriculture intensive en emploi, je crois qu'on l'est déjà. Entre tous les emplois directs qu'on représente et les emplois induits, on est quand même le 2e employeur de France. Je sais que ce sont des statistiques, on le dit, on essaye de le dire souvent, mais elles ne sont pas assez répétées. Entre l'aval et l'amont de la filière, il y a quand même un poids économique qui est super important. Et une agriculture intensive en écologie, c'est un défi aussi pour nous sur les territoires. Il y a énormément d'efforts qui sont faits par les agriculteurs depuis plusieurs années, qui continuent à être faits, des démarches qui sont engagées dans ce sens. Enfin voilà, il y a des chiffres clés qu'on répète aussi toujours, mais quand on regarde le nombre de bandes enherbées qu'on a semées, c'est 300 000 km. Enfin, il y a eu énormément de choses, de démarches qui sont initiées pour être dans une agriculture vraiment écologiquement intensive aussi, et ce sont des choses à souligner pour la richesse de nos territoires. Pour moi, une des premières choses qu'il faudra dans les 10 premières années qui soit votée au niveau de l'Europe, c'est en fait une directive européenne de la protection des sols. Il y a une directive européenne pour protéger l'air, il y a une directive européenne pour protéger l'eau, mais à l'heure actuelle, elle est toujours pas en place, la directive européenne pour protéger les sols. Donc je pense à partir de là, ça permettra d'avoir un peu plus de rigueur sur certains produits qui sont utilisés. Donc pour moi, c'est une des premières choses qui devrait être mise en place. D'autre part, je pense que la France pourrait jouer aussi une carte de la sécurité alimentaire sur les pourtours des villes. Autrefois, on avait des ceintures de maraîchage et je pense qu'on devrait reprendre ce système-là, c'est-à-dire une agriculture de proximité et pouvoir se nourrir, avoir moins à importer des produits. D'autre part, je pense qu'il faut revenir aussi à ce que travaillaient les anciens, c'est-à-dire la vocation des sols. Et par exemple, je prends mon exemple en Bourgogne, on avait une zone qui était sur le plateau de Langres, des parcelles extrêmement pauvres, et en fait, on faisait la meilleure moutarde, et Dijon, la moutarde de Dijon, en fait, vient de là. Et en fait, on a gommé toutes ces possibilités d'avoir certains secteurs qui en fait sont beaucoup plus performants que de faire par exemple du maïs sur le plateau de Langres. Donc en fait redévelopper ces vocations et à ce moment-là on sera aussi obligé de redévelopper les filières parce qu'il y a certaines choses qui en fait n'ayant plus de filières, les agriculteurs ne feront pas ce type de culture s'ils ne sont pas subventionnés ou s'ils n'ont pas la possibilité de les vendre. C'est aussi important, juste ça, c'est qu'il y ait aussi je dirais, moins la mainmise de ces multinationales
qui en fait phagocyte énormément l'agriculture mondiale. C'est-à-dire, je pense que les multinationales, comme on va les nommer, Monsanto, DuPont, Otis, sont quand même extrêmement présents, même dans les décisions politiques, et il faudrait quand même qu'on se sépare de ces multinationales. Dans 10 ans, il n'y aura aucun changement, pour 3 raisons. Il suffit de regarder votre système audio de l'agro, qui montre à quel point les politiques n'ont strictement rien investi dans l'agriculture depuis 30 ans. Ça, c'est une vraie catastrophe, et que c'est pas eux qui décident de la politique commune. La politique commune dessinée par Saint-Junta, par ces gens-là, pas par M. Le Foll, ni par M. Hollande. Vous n'êtes pas prêts de changer de politique agricole tout de suite, tant que ces messieurs ne seront pas d'accord avec un changement de politique. Je vais prendre l'agriculture biologique. Vous savez que la France, c'est un énorme déficit dans sa base commerciale, l'importation de produits biologiques. Nous sommes toujours à 3% d'agriculteurs bio. Et je peux vous dire que dans 10 ans, si vous êtes à 4, vous aurez beaucoup de chance. Deuxièmement, nous avons effondré toutes nos variétés de plantes, de légumes, de races animales. Comment vous allez faire pour récupérer? Je vais prendre un pays comme l'Italie. L'Italie a encore 1500 variétés de cépages de vignes, et c'est en train de lui donner un boom au niveau de sa viticulture, parce que l'offre sur le marché mondial des vins uniques de cépages que personne ne connaît, et elle est en train de faire un boom, et elle est en train de nous dépasser, parce que nous, on a saccagé nos cépages, on en a plus de 150, alors qu'on avait aussi 1500 cépages, mais on a eu depuis 70 ans une politique de destruction. Nous, quand on travaille en Espagne, en Italie, les Espagnols nous disaient « Pourquoi vous avez détruit vos pommes? Vous faisiez les meilleures pommes du monde. » Nous étions les premiers producteurs de pommes. Et nous sommes maintenant derrière la Pologne. Je ne sais pas si vous voyez la situation de la France. On était les premiers producteurs d'asperges. On est passé derrière l'Allemagne. On était les premiers producteurs de pommes de terre. On rendez compte qu'en 1960, la France faisait 14 millions de tonnes de pommes de terre. On n'en fait plus que 6 millions. On a effondré l'agriculture française. Et je peux vous dire que dans 10 ans, on n'aura pas changé grand-chose. Alors, par contre, ce qui est en train de bouger, et je compare ça un petit peu à l'effondrement du mur de Berlin, c'est que pour la première fois, nous sommes en train de sortir de l'idéologie dans laquelle est l'agriculture depuis 70 ans, un modèle physico-chimique pur, et que pour la première fois, la CEE est en train de lancer des chercheurs pour s'occuper de la biodiversité des sols. Alors, vous savez que quand un programme de recherche est lancé, il n'y a pas de résultat avant 20 à 30 ans. Donc, dans 10 ans, il n'y aura pas de changement. Il faut 20 à 30 ans avant que ça bouge. Il faut changer la politique. Il faut changer l'enseignement, il faut changer la recherche. Et ça, c'est des choses sur des très longues durées. Moi, j'ai eu la chance à l'agro d'avoir pu faire microbiologie des sols. J'ai plus de chaire de microbiologie des sols depuis 86. Depuis 86, une génération où on n'enseigne plus, il n'y a plus de chaire de microbiologie des sols à l'agro. Donc, ne croyez pas que dans 10 ans, les choses vont bouger. Le curseur va évoluer extrêmement, extrêmement lentement. Et je ne vois pas l'agriculture française bouger dans les 10 ans qui viennent. Par contre, je pense que le mur de Berlin est tombé. C'est-à-dire que pour la première fois, nous pouvons commencer, et on le fait qu'on soit à l'agro, c'est assez incroyable, c'était impensable il y a 10 ans, je crois que pour la première fois, le mur de Berlin est tombé, on peut commencer à parler d'un autre modèle que le modèle unique physico-chimique de l'agriculture, et c'est ça qui va être positif. Mais c'est pas dans 10 ans que ça va bouger, il va falloir au moins 1 à 2 générations pour que les choses se mettent en place. Et j'entends, on va soutenir plusieurs formes d'agriculture. Moi, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que celle qui est à l'origine des algues vertes, il faut la soutenir. Je suis pas sûr que celle qui est à l'origine des perturbateurs endocriniens, il faille la soutenir. Je suis pas sûr que celle qui est à l'origine de l'érosion des sols, il faut la soutenir. Donc, il y a bien des choix stratégiques. Ça va dépendre quand même de l'opinion publique et du mouvement social, paysans compris, bien sûr. Parce que cette révolution agricole auquel on aspire, c'est toute l'agriculture française qui va devoir amorcer un virage technique à 90 degrés. Alors rapidement, à quoi ça pourrait ressembler? C'est d'abord de faire l'usage le plus intensif de ce qui ne nous coûte rien. Si on utilise l'énergie solaire pour faire de l'énergie alimentaire, puisque c'est la photosynthèse, je vous propose qu'il n'y ait plus un rayon du soleil qui tombe à terre. Couverture végétale la plus totale, la plus permanente, avec des feuilles capables de transpirer, capable de prendre du carbone, du gaz carbonique, de libérer l'oxygène, de fabriquer du sucre, de l'amidon, des lipides, y compris pourquoi pas de la paille et de l'humus. L'agriculture moderne de demain auquel j'aspire, si on se remue, elle sera un usage intensif des rayons du soleil et du gaz carbonique pléthorique. Vraiment, c'est l'intérêt général. Si on peut atténuer le réchauffement climatique, fixer du carbone dans l'humus des sols, libérer l'oxygène, je trouve que ce serait pas con. Et puis si les protéines, on pouvait les fabriquer non pas en important du gaz naturel pour fabriquer des engrais azotés de synthèse, pour que nos blés soient riches en protéines et panifiables. Si notre blé était cultivé après une luzerne. Et puis après tout, si le blé compétitif de demain se devait être un blé à 50 quintaux, j'en conviens, on exporterait moins de blé, mais on importerait moins de soja. Et on apporterait moins de gaz naturel russe et norvégien. On gagnerait sur les deux tableaux. La ferme France s'enrichirait. Ok, il faut une agriculture rentable. Mais de quoi on parle?
Si on parle de la rentabilité pour la nation, allons-y, c'est la valeur ajoutée à l'hectare, ce n'est plus le rendement à l'hectare. C'est la valeur ajoutée, le rendement moins les coûts de ce que nous détruisons, les pesticides, les engrais, etc. Et quand c'est coûteux en énergie fossile, s'il vous plaît, l'usage minimum des engrais azotés de synthèse. Et puis si on exporte moins de blé, mais qu'on importe moins de soja, tourteau de soja, donc, on va s'enrichir. Donc voilà, il y a des formes d'agriculture qui permettent de faire. Alors après, moi je veux bien que pour les éléments minéraux, surtout pour le phosphore, il y a de grandes inquiétudes. Là, il y a des experts qui nous racontent que d'ici 3-4 décennies, il va arriver au phosphore ce qui nous arrive avec le pétrole, l'énergie fossile, c'est-à-dire le coût d'exploration, le coût d'exploitation du phosphore va devenir de plus en plus coûteux. Et les pays qui ont émis de phosphate nous font déjà payer très cher. Alors là, il faut être savant. Savant, ça veut dire évidemment qu'il faut recycler le phosphore, c'est-à-dire que ni l'azote, ni le phosphore ne doit rejoindre le littoral et fertiliser les algues vertes, il faudra tout recycler. Et ça veut quand même dire mettre les animaux sur la paille. Et d'ailleurs, pourquoi on met technique culturelle et qu'on ne parle pas de l'élevage dans l'intitulé de notre rencontre? Ce serait un peu dommage. En tout cas, il faut réassocier agriculture et élevage. On remettra les animaux sur la paille, pas les ruiner complètement, mais une laitière, bien-être animal, fabriquer du fumier, fabriquer de l'humus. Absolument. Et c'est comme ça qu'on arrivera à ne pas mettre les agriculteurs sur la paille. Donc c'est des vrais virages stratégiques que nous devrions soutenir vers une agriculture effectivement intensive en emploi. Parce que quand on me dit que l'agrandissement des exploitations, ça reste une agriculture intensive en emploi, je suis désolé. Quand une exploitation disparaît, que ça sert à l'agrandissement des voisins, c'est très rarement un emploi de plus. Le fils, la fille du fermier trouve peut-être un emploi, mais elle prend l'emploi de quelqu'un qui n'en trouvera pas. Donc ça augmente le chômage. Et l'agrandissement, c'est d'abord pour amortir au mieux le matériel des voisins. Donc, ne nous leurrons pas sur le fait que cette agriculture, avec l'agrandissement, sera une agriculture intensive en emploi. Celle-là, il ne faut pas la soutenir. Moi, je suis pour qu'on maintienne les mêmes montants de soutien à l'agriculture, mais qu'on la réoriente. Et ça va quand même dépendre des politiques publiques. Alors, est-ce que je partage le pessimisme ou l'optimisme des bourguignons? Ça, je ne suis pas capable de dire, de toute façon, je n'attends pas de savoir. Si je suis pessimiste ou optimiste, pour me mobiliser un peu. Mais je vais dire, vous, les jeunes générations, je pense que vous êtes intéressés au premier plan pour que effectivement. Alors, on a d'autres méthodes. La culture sous parc arboré, les racines qui vont chercher les éléments minéraux altérés par la roche-mère et qui le remettent dans les feuilles mortes, qui fertilisent la couche arable. Alors on va dire, c'est du fumier qui remettent des pommiers dans la prairie. C'était pas complètement idiot. Les bocages, c'était pas complètement idiot non plus. Et puis les champignons mycorhiziens, si vous arrivez à quand même débusquer les champignons mycorhiziens, là on est vraiment dans l'agriculture biologique savante. Alors là, si c'est ça l'innovation, moi, je suis pour. Évidemment, si vous voulez maintenir les champignons mycorhiziens, évitez de mettre des fongicides sur vos plantes quand vous avez de la rouille ou quand vous avez... Donc vous voyez que c'est systémique. Mais ne nous voilons pas la face. L'agriculture moderne de demain, dans la France des terroirs, ce n'est pas d'être compétitif sur les produits tout venants, où les prix seront quand même au plus bas. Et c'est quand même ces subventions qui leur permettent de survivre aujourd'hui. C'est donc quand même encore une perfusion. Mais quand je dis qu'il faut cesser de mettre notre agriculture sous perfusion, je ne dis pas qu'il faut cesser les soutiens aux agriculteurs. Je dis qu'il faut les réorienter pour que les agriculteurs, droits dans leur mode, fiers de leurs produits, vendent des produits bio et sains. Les agriculteurs, fiers de leurs produits, sont rémunérés pour faire du zéro labour et ressusciter les vers de terre et l'humus des sols, que les agriculteurs qui mettent des légumineuses, sauf les abeilles, fertilisent par la voie biologique, nous évitent les importations de soja de gaz naturel, soient payés pour le service environnemental, ils mettent des coccinelles, ça neutralise les pucerons, ça nous évite les pesticides. Moi, je suis prêt à les payer. Moi, je suis prêt à payer des impôts pour soutenir une agriculture. Mais pas celle qui nous met des perturbateurs endocriniens, des algues vertes et nous érode des sols. Ben voilà. Je voudrais répondre à Claude Bourguignon, parce que voilà, j'entends tout le temps dire l'agro a supprimé la chaire de microbiologie des sols. Oui, l'agro a supprimé toutes les chaires depuis 10 ans. Et c'est restructuré en département. Et justement, c'est mon département qui assure l'enseignement de microbiologie des sols. Donc je me devais quand même de répondre à ça. Et là, je te rassure, Claude, il y a à l'agro un enseignement de microbiologie des sols. Il y a à l'agro des enseignants de microbiologie des sols tout à fait performants, si on en juge par les publications qu'ils font et les cours qui sont très appréciés des élèves, qu'ils peuvent délivrer. Et puis, cet enseignement de microbiologie des sols s'inscrit, et toi tu l'as dit, dans un changement d'état d'esprit, une révolution, enfin quoi, une réorientation qui correspond tout à fait à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire au souci de l'enseignement supérieur de s'adapter à ces évolutions de l'agriculture. Et ça se traduit, alors on peut regretter que ça se fasse trop lentement, mais ça se fait en tout cas, ça se traduit par une montée en puissance, on va dire, de tout ce qui touche à l'agroécologie. On va le dire vite, on peut un peu critiquer le terme, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, montée en puissance de l'enseignement, alors non seulement d'ailleurs sur la microbiologie des sols, mais des autres composantes de la
production agricole participe aussi. Par exemple, l'amélioration des plantes. Donc on enseigne ici l'amélioration des plantes, où on explique en quoi la manière dont on peut améliorer les espèces cultivées permettra d'atteindre des objectifs assignés à l'agroécologie, c'est-à-dire utiliser moins d'intrants, ce que tu réclames, Marc, c'est-à-dire peut-être aussi fabriquer des plantes plus résistantes à la sécheresse, ce qui permettra de préserver la ressource en eau. Voilà, je ne vais pas faire ici encore l'agronomie complète, mais je pourrai répondre à des questions. Et voilà. Deuxième chose, et puis je passerai la parole, moi je retiens le mot innovation de ma voisine, mais que tu as aussi mentionné, Marc, c'est parce que il ne faut pas croire que remettre les pommiers dans la prairie, c'est ça l'agriculture demain ou l'agroécologie. C'est effectivement de réintroduire de la biodiversité dans le champ cultivé, mais pas en faisant un retour en arrière, en revenant à l'arrière ou en revenant à, je sais pas, au semis à la volée, voilà, sur la bourre de printemps. C'est mobiliser tout le savoir que l'on a, en particulier dans la discipline écologie, de mobiliser toutes les technologies dont on dispose à l'heure actuelle pour ensemble, en les mettant ensemble, contribuer à changer les modes de systémiculture, tout en menant ces recherches pour coller à la diversité des systèmes de production que je soulignais tout à l'heure. Et donc, je suis désolé, mais il y a aussi de l'innovation à mener pour, dans les grandes structures, accompagner les agriculteurs pour diminuer le coût de production et les rentes et maintenir leur compétitivité sur le marché mondial. Là, je ne me place pas au niveau des PTP, je me place au niveau de l'acte de production. Mais il faut aussi mener des recherches pour que l'agriculture biologique soit économiquement plus performante. Voilà, il ne soit pas réservé à une élite capable de payer 3 fois plus cher le kilo de produits. Alors, si vous permettez, vous avez posé une question tout à l'heure, un petit peu juste avant d'évoquer ce contrat social, qui était par quels moyens on peut arriver à relever les défis. Alors, je vais y répondre brièvement, et c'est très très lié aussi avec le contrat de société. La première chose, je crois qu'on peut arriver à relever les défis de l'agriculture dont on a parlé, et sur lesquels, je crois, on est à peu près tous d'accord. D'abord en arrêtant de véhiculer certains mythes, et notamment par une certaine minorité de personnes. J'en ai relevé quelques-uns. Alors déjà, on a parlé des sols. Un des vrais problèmes aujourd'hui sur les sols, sur la perte de biodiversité, quand on peut la constater, c'est l'artificialisation. Alors on peut parler effectivement d'érosion, mais bien plus que les problèmes d'érosion aujourd'hui, le vrai problème, le premier, c'est l'artificialisation. On parle des algues vertes, parce que le modèle économique agricole d'aujourd'hui serait producteur d'algues vertes. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas, et surtout je ne suis pas sûre qu'on lutte contre un excès d'algues vertes ou de nitrates par un excès de réglementation. Et là, en la matière, nous sommes quand même champions. Aujourd'hui, sur des réglementations aussi absurdes, complexes que les directives nitrates pour lutter normalement contre les nitrates, on voit bien que les résultats ne sont pas là, parce que l'excès de réglementation n'est pas adapté aujourd'hui à ce qu'on souhaite pour notre agriculture. Et ça, c'est la première chose. Et ce n'est pas en multipliant des réglementations qui sont des usines à gaz qu'on va arriver à résoudre ces problèmes-là. Ça, il faut quand même bien le dire. Il y a des mythes qui sont véhiculés aussi. La mise sur piédestal du bio, c'en est un. Le bio, c'est très bien. Le conventionnel, c'est très bien aussi. Le conventionnel s'inspire du bio. Mais quand on voit que les bio utilisent des métaux lourds et qu'ils demandent des dérogations à Bruxelles pour utiliser de cuivre sur leur parcelle, parce que le cuivre est quand même un métal lourd. Donc aujourd'hui, quand on voit des intrants qui sont utilisés en bio, il ne faut pas mettre sur un piédestal toujours tout en disant ça c'est blanc et ça c'est noir. Je crois qu'il y a du bon sur les deux choses, sur tous les modèles d'agriculture ont leur plus-value pour un territoire, pour une filière, pour la population. Et il faut arrêter toujours d'opposer les agricultures les unes aux autres. Ça, je tiens à le dire aussi. Quand on prend aussi certains clichés, par exemple sur le maïs. Le maïs, c'est un cliché qui revient souvent. Le maïs, la monoculture de maïs, ça consomme de l'eau. Attendez, le maïs, par produit, par quantité, par kilo de matière produite, de matière sèche produite, le maïs consomme moins d'eau qu'un tournesol. Ça, il faut quand même aussi le savoir. Ça a aussi des avantages, c'est un puits de carbone. Ça consomme de l'eau, mais quand on voit le nombre de tonnes, de kilos de CO2 qu'absorbe un maïs, c'est aussi une externalité positive du maïs. Il ne faut pas schématiser. Il faut voir les choses, les cultures, la diversité des modèles dans leur ensemble avant de juger de quelles peuvent être leurs externalités positives ou négatives. Le soja, les protéagineux, on l'a dit, quand on veut diversifier encore plus, il faut des filières. Effectivement, il faut qu'il y ait des filières qui permettent aux agriculteurs de valoriser leur production. Il faut de l'eau aussi, pour être plus économe en intrants, plus économe en phyto, plus économe
maximum en azote, en engrais de synthèse, parce que nous, on demande que ça aussi, de pouvoir bénéficier de ces innovations-là. Il faut que derrière, on ait aussi un accès à l'eau qui nous permette de diversifier nos productions et nos assolements. Voilà, il y a des schémas comme ça, certains clichés qui sont quelquefois qu'on entend dans la société et qu'il faut un petit peu casser si on veut avancer dans le contrat social sur notre modèle d'agriculture. Voilà, l'agrandissement, il ne faut pas dire il ne faut soutenir que des exploitations de 10 hectares et l'agrandissement c'est mal. Non, l'agrandissement c'est pas mal. C'est pas où les petits, le small is beautiful, c'est vraiment un modèle, c'est un cliché dont il faut sortir. Des petites exploitations, c'est bien. Quand elles sont plus grandes, c'est bien aussi. Quand on permet à des agriculteurs de regrouper leurs moyens de production, ça permet aussi derrière d'avoir des exploitations plus vivables. Et quand on sait que le suicide, c'est une vraie problématique en agriculture, enfin, il y a une réalité sociale aussi derrière tout ça. Donc, regrouper des exploitations, agrandir, regrouper des moyens de production, il y a des questions de vivabilité derrière, il y a des questions de maintien de l'emploi. On parlait des abattoirs, des industries, des laiteries qui sont dans les territoires et qui aujourd'hui mettent la clé sous la porte parce que les filières meurent tout simplement de production, parce que les agriculteurs ne se renouvellent pas au niveau du renouvellement des générations, parce qu'il y a moins d'installations. C'est une problématique qu'il faut traiter aussi à la source. Voilà. Donc juste pour répondre à la fois sur ces modèles agricoles et sur le contrat social, aujourd'hui il faut vraiment qu'on dépassionne certains débats et qu'on réfléchisse tous ensemble à l'agriculture qu'on veut. Et dernier point, je vous rassure, si les politiques publiques agricoles étaient décidées par Syngenta, je vous assure qu'elles ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, rassurez-vous. On est le seul laboratoire en France à faire de l'analyse physique, chimique et biologique des sols. Donc notre travail est un peu particulier, consiste non pas à faire de l'analyse de terre, nous ne travaillons pas sur des échantillons envoyés par la poste, parce que l'analyse de terre, c'est à peu près l'équivalent. Si vous envoyez votre urine au toubib, puis vous lui demandez j'ai quoi comme maladie, il vous dira en tout cas vous n'avez pas le diabète, c'est tout ce qu'il pourra dire. Si vous voulez vraiment aider un agriculteur à la compréhension de son sol, il faut venir chez lui, il faut faire le trou, il faut voir jusqu'où descendent ses racines, parce que je vois la plupart des analyses de terre sont faites sur 0,30, les racines ne se nourrissent pas sur 0,30 cm. Moi j'ai fait des profils de blé, j'ai vu des racines de blé à plus de 3 mètres de profondeur. Donc vous voyez bien que quand un blé explore 3 mètres de profondeur, c'est 30 000 tonnes de terre. Vous mesurez à ce moment-là, ce que nous faisons dans notre laboratoire, c'est que nous mesurons la réserve d'éléments nutritifs qu'il y a sur 3 mètres de terre, ou sur 2 mètres, ou sur 1,50 m, et on va donner à l'agriculteur les réserves en kilo-hectares, et non pas, comme font toutes les analyses de terre, en ppm. C'est la grosse subtilité des marchands d'engrais, c'est qu'ils donnent des analyses de terre en ppm, ce que les agriculteurs ne comprennent rien, ils ne savent pas ce que veut dire ppm, ils voient qu'après, il faut rajouter de la potasse, du phosphore, etc. Lorsque vous dites à un agriculteur, monsieur, vous avez 1,7 tonne de potasse à l'hectare, vous avez 650 kg de phosphore, vous avez 1,2 tonne de magnésie, il n'est pas idiot l'agriculteur, il sait qu'il en a beaucoup de trop. Il sait qu'il n'y a aucune plante au monde qui a besoin d'1,7 tonne de potasse. Donc ça nous permet, nous, dès la première année, de lui faire arrêter de mettre le potassium, le phosphore, etc. Et bon, il y a un élément qu'on ne peut pas baisser, parce que l'activité biologique des sols est trop effondrée, c'est l'azote. Donc l'azote, on sait que si on lui fait lever le pied sur l'azote, il va avoir des chutes de rendement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui apprend à arrêter de labourer. C'est très compliqué de faire arrêter de labourer un agriculteur. Bon, il y a maintenant, ça commence à bouger, parce qu'il y en a qui commencent à installer les blés sans labour, mais ça reste encore très mythique le labour. Et donc qu'est-ce qu'on leur fait faire? On leur fait faire du semi-direct sous couvert. C'est quoi le principe du semi-direct sous couvert? C'est ce que vient de dire Marc Dufumier, on ne laisse plus jamais le sol nu. On va donc moissonner uniquement les épis. On va laisser les pailles et avec le tracteur qui arrive derrière, on va mettre un rouleau à l'avant du tracteur, on va écraser les pailles et on va semer derrière un couvert. Ce couvert, ça c'est une loi de botanique. Si vous avez 6 espèces, vous couvrez 90% d'un sol. Avec 12 espèces de plantes, vous couvrez 100%, il n'y a plus de mauvaises herbes. Donc la technique va consister, c'est assez difficile pour des agriculteurs d'avoir 12 espèces, mais 6, ils le font assez facilement. Et on va choisir des espèces qui gèlent, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'herbicides, parce qu'il y a une mauvaise réputation sur ce semi-direct, c'est que Monsanto se fait un pognon d'enfer en racontant aux gars que sans pesticides, sans herbicides, on ne peut pas faire de semi-direct, c'est complètement faux. Il faut savoir bien gérer ses couverts. Et on va semer dans le couvert. Donc on profite des derniers jours chauds de l'année, c'est le mois d'août et le mois de septembre, pour produire de la biomasse. Cette biomasse, on va lui donner à manger au démarrage, puisque le blé a tout sucé, ou l'orge, ou la céréale d'avant a tout sucé, il n'y a plus rien à manger, donc le couvert ne peut pas partir. On donne à manger en localisé, on ne donne pas à manger à côté, uniquement à l'arrêt de semis. On va nourrir, on fait pousser notre biomasse. Cette biomasse, pareil, on va la rouler, on l'écrase et on recèle notre culture d'hiver. Avec ces techniques-là, on arrive à faire une agriculture qui passe de 125 litres de fût hectare à 25 litres. On arrive à travailler avec que de l'azote. Par exemple, le premier agriculteur que nous avons, le premier semi-direct sous couvert que nous avons fait faire en France, c'est automne 99. Eh bien, l'agriculteur que nous suivons depuis, c'est quelqu'un qui était à 1,7% de matière organique. Là, il est à 4,7%. C'est quelqu'un qui était à 190 unités d'azote pour faire 80 quintaux.
il en met plus de 110, et mon but, c'est de l'amener, parce qu'on a maintenant suffisamment de recul dans des pays comme le Brésil et l'Argentine, on peut faire une unité d'azote par quintal. C'est-à-dire vous pouvez faire, en France, 80 quintaux de blé, ce sera le futur, avec seulement 80 unités d'azote. Et on arrive à ce moment-là avec des systèmes agricoles, zéro pollution. C'est-à-dire que quand on fait les mesures de reliquat azoté derrière, on est entre 2 ou 3 unités d'azote, alors que la plupart des sols français, quand on fait des reliquats, on est plutôt à 40-60 unités. Donc on met au point un modèle qui est basé sur l'observation du milieu naturel. C'est ce qu'on fait avec l'ITA depuis 25 ans. Quand on nous appelle au Laos ou au Madagascar ou au Brésil, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on part dans la réserve naturelle. On se fait engueuler par les agriculteurs qui nous disent bien gentils. Enfin, on vous a pas payé un voyage sur le Mato Grosso au Brésil pour venir étudier la forêt. On leur dit, nous, tant qu'on ne sait pas comment marche votre modèle naturel, on ne peut pas vous créer un modèle technique pour chez vous. Et c'est ça la base, si vous voulez. Ce sera ça l'agriculture de demain. Ce ne sera pas une agriculture qui imposera un modèle tout fait dans les laboratoires ou chez les marchands d'engrais. C'est basé sur l'observation du milieu sauvage. Vous n'avez pas les mêmes espèces de faune. Par exemple, les forêts équatoriales tropicales marchent avec les termites. Il n'y a quasiment pas de vers de terre dans ces sols-là. C'est la termite qui fait le recyclage. Qu'est-ce que font les agronomes pour le moment? Ils arrivent à foutre le feu à la forêt, ils tuent toutes les termites. Au bout de 5 ans, la terre est partie. Oh là là, c'est des sols qui valent rien. Ils sont d'une pauvreté totale. Ah oui, mais c'est là que poussent les plus gros arbres du monde. Donc il ne faut pas dire que c'est les sols pauvres, il faut dire je n'ai pas compris comment fonctionnaient ces sols et j'ai fait une erreur et c'est pour ça que je suis maintenant dans l'érosion. Donc la base, et ça je reviens à la base et c'est ce qu'a oublié complètement l'agriculture, c'est ce que dit Claude Bernard dans la méthode expérimentale. Qu'est-ce que c'est que la méthode expérimentale en biologie par rapport à la méthode expérimentale en physique ou en mathématiques ou en chimie? D'abord observer. C'est ce que dit Claude Bernard. Vous ne pouvez pas faire un modèle durable en agriculture si vous restez enfermé dans le laboratoire à créer des modèles avec des OGM. Vous ne pourrez faire des modèles durables que si vous allez dans la nature. Quand nous, on est appelé en Ukraine, on va regarder le modèle de la steppe. Quand on est appelé au Burkina Faso, on va regarder le modèle de la savane. Quand on est appelé au Ghana, on va regarder la forêt tropicale. On regarde comment ça marche. Et c'est à partir de cette observation que vous pourrez mettre au point des modèles d'agriculture durable. Donc c'est une démarche qui demande un changement de pensée complètement différent, parce qu'il demande d'avoir une chose qui, hélas, est très mal enseignée dans l'enseignement mondial, c'est l'observation. Et ce qui est très intéressant, bon, moi je trouve que j'ai une formation du VVF, je suis passé par l'ornithologie, etc. Donc j'ai appris énormément à observer. J'ai travaillé sur les gorilles à côté de Diane Fossé, etc. Donc j'ai appris à observer. Et tant qu'on n'enseignera pas l'observation, vous baladez avec une paire de jumelles pour regarder quand vous allez dans une région, est-ce qu'il y a des oiseaux, est-ce qu'il n'y en a pas, combien il reste d'espèces, etc. Tant qu'on n'aura pas aiguisé le sens d'observation, on ne pourra pas faire de modèle durable. Bon, alors, moi je partage l'idée de Claude Bourguignon sur le fait qu'il faut observer, ça je suis d'accord. Là où je suis pas d'accord, c'est que dans le discours il y a quand même une contradiction, puisque d'une main tu dis, voilà, ce qu'il faut c'est plus labourer, maintenir un semis sous couvert permanent, donc c'est un modèle unique que tu nous proposes. Or justement, moi je pense, et puis après tu dis, non, il faut regarder comment fonctionnent les écosystèmes dans leur diversité pour s'adapter partout, enfin au final c'est semi-direct sous couvert végétal. Alors je pense que ce système est très intéressant, d'ailleurs on l'enseigne ici à l'agro, mais c'est un système très intéressant, mais, bon alors d'abord, dont la déclinaison peut prendre de multiples formes, dans le choix des espèces, dans les périodes d'intervention, etc. Mais surtout qui peut parfois ne pas convenir du tout. Par exemple, la présence de la couverture permanente, ça va bien tant qu'il y a de l'eau. Mais si on est dans une région où la réserve des sols est un peu limitée, eh bien la couverture va utiliser de l'eau dont ne bénéficiera pas la culture. Donc là, il faut peut-être discuter et envisager d'autres moyens. Et voilà. Et puis c'est pareil pour tout. De toute façon, je ne vais pas, là encore une fois, refaire un cours d'agronomie. Juste pour vous faire sentir que, voilà, bon, vous l'avez compris depuis le début, moi je combats l'idée qu'un modèle unique puisse correspondre. Et puis la deuxième idée aussi peut-être, c'est que il ne faut pas non plus trop survaloriser le fonctionnement des écosystèmes. Hein. Et parce que la question de fond que l'on peut d'ailleurs aborder au plan scientifique à travers les outils d'écologie, c'est finalement est-ce qu'un champ de blé ça marche comme une forêt? Et qu'est-ce que l'observation de la façon dont la forêt est naturelle, parce que la forêt aussi ça évolue. Est-ce que l'observation de ce qui se passe sous la forêt naturelle, c'est quelque chose que l'on peut transposer dans un champ de blé? Je dis pas oui, je dis pas non, je dis quand même qu'on peut discuter et revenir peut-être sur cette hypothèse. Quand on travaille en Tunisie, dans le sud tunisien, au Kef, avec 350 mm d'eau, on fait du semis direct. On n'utilise évidemment pas les mêmes espèces qu'en France. On travaille des espèces qui germent sans eau. Enfin, je sais pas, il y a quand même 350 000 espèces de plantes, en tout cas inventoriées sur Terre, et vous avez de quoi faire pousser sur tous les milieux écologiques, sauf le grand désert. Mais ça va de soi, hein, l'agroécologie,
en tant que discipline scientifique, parce que je pense que le terme est bon, c'est l'écologie des agroécosystèmes, c'est-à-dire c'est la discipline scientifique qui tend à rendre de plus en plus intelligible la complexité du fonctionnement des écosystèmes aménagés par les agriculteurs. Voilà. Ça, c'est la discipline scientifique, et je trouve que le terme est excellent. Et si on regarde l'humanité, il est clair que l'humanité a su, dans certaines périodes de son histoire, bâtir des agroécosystèmes qui n'ont rien de naturel et qui ont été extraordinaires. Pensez au bocage breton. Il n'y aurait pas de bocage breton, ce serait une lande, ou bien ce serait une forêt. Regardez la rivière d'autrefois. Il y avait du riz, des escargots, des poissons, des grenouilles, des canards. Les canards picoraient les mauvaises herbes, et on est en train de redécouvrir ça en Camargue, que même nos canards sélectionnés pour le magret et le foie gras sont capables de bien picorer une mauvaise herbe et de la différencier d'un brin de riz. Bref, c'était un agroécosystème d'une extrême complexité. Et oui, c'est quand même pas trop mauvais de savoir que il y a des moments dans l'humanité où on est parvenu à la fois à produire davantage pour nourrir une population croissante et la nourrir mieux, sans causer des dégâts de type non-durabilité des agroécosystèmes. Les potentialités productives ont été maintenues et même parfois, ça a même créé, pas ex nihilo, mais ça a permis la naissance d'une énorme biodiversité. Il est évident que l'agriculture de demain va devoir s'inspirer de ça, et non pas d'une agriculture industrielle qui, derrière des variétés améliorées, qui expriment leur rendement avec les pesticides et les engrais, qui, ceci, fragilise exagérément les agroécosystèmes. Et dans les écosystèmes, je suis content de l'évolution de la discussion, parce qu'il n'y a pas que l'écologie des sols. C'est très important l'écologie des sols, y compris l'énergie vient du soleil, ça vient pas du sol, l'eau, ça vient de là-haut, ça vient pas du soleil, le gaz carbonique aussi. N'empêche que l'importance qu'il y a des sols pour que l'eau s'infiltre, pour qu'effectivement il y ait le moindre ruissellement. Évidemment, la couverture végétale, ça permet d'éviter les ruissellements, ça permet aussi à l'eau de s'infiltrer, ça permet évidemment d'avoir une plus grande couverture végétale. Maintenant, si on me dit, ça va dépendre des endroits, pour moi, l'agroécologie, quand vous êtes au Niger, en région semi-aride, je suis désolé, sur un parc arboré d'Acacia alpina, le rendement en mil et de sorgho, il est à 2 à 3 fois supérieur. Et en 15 ans, vous y arrivez. La couverture végétale dans des régions comme celle-là, ça peut être un parc arboré. Dites-moi où nous sommes, dites-moi où sont les agroécosystèmes, dites-moi le type d'agriculture qu'il faut promouvoir. Mais quand même maintenant, sur le bio piédestal, et sur quand même une tonalité, là, chez mes collègues à droite, qui est de dire, on va devoir soutenir l'agriculture bio, elle a sa place. Mais il faudra aussi, comme dit Stéphane Le Foll, soutenir une production de masse. Alors non, hein, si c'est l'agriculture industrielle qui nous fait les plus grands dégâts, je suis désolé. L'idée, comme une grande diversité d'agriculture, elle mérite tout autant d'être soutenue, ça, je pense que c'est une énormité. Et quand on me dit, alors là, excusez-moi, je pense que c'est quand même, pour un syndicat agricole, surprenant de voir comment les agriculteurs sont défendus, qu'on me dit les algues vertes sur le littoral breton, c'est pas sûr que ce soit l'azote. Alors oui, si. Bon, on m'a déjà dit, hein, que c'était pas l'azote, c'était le phosphate pour l'agriculture, c'est l'industrie. Ça s'appelle le déni. Alors, sachez, Claude Allègre, chez les scientifiques, a été capable de faire aussi du déni. Hein. Donc, je veux dire que ça se retourne contre les gens. Si les agriculteurs, leur réparation sociale et contact avec la société, veulent vraiment cesser d'être stigmatisés, alors il faut surtout reconnaître les faits. Le phosphate sur le littoral breton, ça fait des années qu'il est dégagé. C'est bien le supplément d'azote lié aux formes d'élevage d'aujourd'hui qui est à l'origine de l'eutrophisation. Parce que l'excès de phosphate, il existe déjà depuis très longtemps. C'est évident qu'il faut éviter et que l'azote et que le phosphate rejoignent le littoral breton, mais je veux dire, il y a quand même eu des études suffisantes là-dessus. Et si la défense des agriculteurs en Bretagne, c'est de dire, laissez-nous faire des poulets doux, abattoirs ils ferment, laissez-nous faire des cochons dans l'état où on le fait, laissez-nous faire avec le soja, et tant pis pour le lisier, évitez-nous de nous redemander de la paille. Et on veut rien voir, les algues vertes, c'est l'industrie. Alors là, effectivement, l'avenir des agriculteurs et la rencontre avec la société, c'est foutu. Le piédestal de l'agriculture bio. Là, je rejoins un petit peu l'idée. La force de l'agriculture biologique, c'est son cahier des charges. Elle a un cahier des charges, elle a un logo, elle a un prix supérieur, et le supplément de travail et l'éventuel moindre rendement d'agriculture biologique est compensé par ce produit qui est certifié. Ça, c'est sa force. Et c'est aussi sa faiblesse. Parce que sa faiblesse, c'est un cahier des charges qui est né au moment où l'agriculture biologique opposait chimique à naturel. Alors moi, je vous ai déjà dit que les bocages et les rizières, ça n'est rien de naturel, c'est totalement artificiel. Et un pesticide naturel, ça reste un pesticide. L'agroécologie, dans son idéal, dans le respect des différents agroécosystèmes, ça va pas être ça. L'agroécologie, c'est précisément, elle oppose pas forcément chimique à naturel, elle oppose surtout ce qui tue à ce qui protège ou vit avec. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pas un retour en arrière. Hein, les champignons mycorhiziens, de toute façon, je veux dire, nos grands-mères ne savaient pas ce que c'était. Donc c'est vrai qu'on va devoir travailler sur les champignons mycorhiziens, on va quand même devoir éviter les fongicides, et c'est vrai que ça va être hyper moderne. On est bien d'accord. Hein. L'agriculture
inspirée de l'agroécologie, qui est une agriculture savante, moderne, artisanale, intensive en emploi. Mais il est évident qu'après, on va quand même devoir, dans le passé, récupérer des variétés anciennes et des variétés de tolérance, pas forcément de résistance. Parce que si c'est de la résistance et qu'il y a les contournements et qu'il y a des espèces qui vont contourner le truc, c'est pas forcément génial. Mais une variété velue qui peut côtoyer des insectes piqueurs-suceurs, parce que l'insecte piqueur-suceur, il est sur les poils et n'arrive pas à piquer et sucer la sève et transmettre un virus, je trouve que c'est quand même pas complètement idiot. Donc retrouver des critères de variétés qui peuvent vivre avec la biologie du lieu, et moi aussi je pense que de retourner dans Mato Grosso, dans la forêt laotienne, de retourner dans chacun de nos écosystèmes, de voir quel était l'écosystème originel, pour faire quelque chose de nouveau, hein, parce que la rizière c'est pas le marais, le bocage c'est pas la lande, hein, mais c'est quand même... Non, la rizière d'aujourd'hui industrielle, oui, mais c'est le canard, c'est la grenouille, c'est les escargots. Oui. Bon, alors, sur cette question... Alors. Mais d'où vient l'idée de me faire dire que j'aurais des dogmes? Ça, je supporte pas. Qu'est-ce qui fait que le bio a un côté sectaire? C'est qu'effectivement, ça fait tout ou rien. Donc il y a des gens qui sont dans des marges de progrès, qui ne sont pas dans le bio, sont un peu jaloux de voir que les autres sont bien rémunérés en faisant le tout bio. Mais il faut dépasser ce débat sectaire. Mais il faut quand même évoluer vers une agriculture intensément écologique. C'est quand même l'agriculture biologique avec son cahier des charges imparfait, j'en conviens, et le cuivre en particulier, qui est celui qui lui ressemble le plus. C'est pas le mettre sur le piédestal, c'est dire que c'est le plus avancé dans ce qui est notre idéal. Et puis, essayer de dire que l'agrandissement des exploitations, on dit ça peut être bien, n'empêche que ça ne crée pas d'emploi. Et quand on me dit que c'est ça, une agriculture intensive en emploi, je suis désolé, je pense que la profession agricole, excusez-moi, je dis ça de l'extérieur... En gros, sommes-nous maîtres de nos décisions, et sommes-nous capables d'adapter certains modèles et certaines préconisations des personnes notamment qui nous conseillent, j'imagine que c'était l'idée derrière, par rapport à ce que nous voyons ou à ce que nous vivons, nous, dans nos exploitations. S'il y a bien un maître mot aujourd'hui dans tout ce qu'on fait sur nos exploits, dans toutes les filières encore une fois, et sur tous les modèles de production, c'est l'adaptation. On le fait en permanence. Moi, quand je me lève le matin, que je vais travailler, je ne sais jamais exactement ce que je vais faire et ce qui va m'arriver. Parce que ça va dépendre des conditions climatiques, ça va dépendre du vent. Enfin, je sais pas, moi, ce week-end, j'ai préparé pour mes semis de printemps. Donc, j'ai préparé mon sol. J'ai attelé un outil qui s'appelle un vibroculteur. Et donc quand je suis arrivée, j'ai regardé le travail que ça faisait. Bon, on a regardé, et mon père, ça c'est pas joli, il faudrait peut-être plutôt essayer tel outil, ce serait plus fin, ce serait ci, ce serait là. Encore une fois, on s'adapte en permanence. Hein. Il n'y a pas de modèle comme ça qu'on adapte, que ce soit sur des produits, que ce soit sur des interventions, parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire tel modèle. Le tout labour versus le non labour, ça aussi, c'est du grand n'importe quoi. On n'est pas dans le tout labour, c'est-à-dire tous les ans, on laboure toutes nos parcelles, ça n'existe pas. Enfin, moi, il n'y a aucun agriculteur de par chez moi ni ailleurs qui dit on laboure tous les ans. Non, on le fait dans certains types de terres, hein, parce que ça va dépendre, je sais pas moi, du versant. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argile? Est-ce que ça retient l'eau? Est-ce que ça a été très tassé? Est-ce qu'on a eu beaucoup d'attaques d'adventices, enfin de mauvaises herbes dans ces champs-là? Si on décide de labourer, c'est des choses qui reviennent tous les 3 ans, tous les 4 ans. Enfin, je veux dire, on raisonne nos interventions, on n'est pas débiles et on n'a pas envie, nous, de nous couper l'herbe sous le pied, quoi. Enfin, la terre, c'est notre outil de production. Ça a aussi une dimension non seulement économique de métier, mais aussi affective, enfin, qui est une relation assez passionnelle. Donc, on n'arrive pas en disant chouette, comment je vais pouvoir faire du mal à mon sol aujourd'hui, quoi. Donc, enfin voilà, on n'est pas sur des systèmes comme ça, tout labour ou tout direct. Non, on s'adapte à nos productions, à notre terroir, à ce qu'on voit, et on expérimente aussi, on essaye. Donc, on est aussi preneur de nouvelles solutions. Quand on parle du bio, ils ont des avancées qui sont notables. Enfin, quand on voit, moi sur mon maïs, au niveau de la lutte contre la pyrale, quand on utilise des trichogrammes, hein, qui sont des sortes de micro-abeilles, enfin pas des abeilles comme chez nous, mais qu'on utilise donc sur nos maïs pour lutter contre la pyrale, bah, ce sont des avancées qui ont été faites par des industries bio. On est très très heureux en conventionnel de pouvoir en profiter et de pouvoir les intégrer. Et c'est très bien. Et plus il y aura des solutions comme ça, nous on en est preneurs. La recherche variétale aussi. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Donc ça, on compte beaucoup aussi quand on parle d'innovation sur la recherche dans tout ça, pour pouvoir nous les intégrer à notre quotidien et à nos pratiques. Faut pas être aussi manichéen que ça. Après, quand on parle, enfin, là je prends juste un temps un peu plus syndical parce qu'on a évoqué le sujet syndical. Ça va pas être très très long, mais on dit que, enfin, j'entends qu'aujourd'hui les syndicats ne reconnaissent pas la réalité. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'algues vertes en Bretagne.
Ce que je dis, et ce qu'on dit au niveau du syndicat, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas par un excès de réglementation absurde qu'on va lutter contre les algues vertes en Bretagne. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que l'administration, et je ne parle même pas du législateur, du Parlement ou de l'Assemblée nationale, c'est pas parce que quelques fonctionnaires du ministère de l'écologie auront décidé, de manière complètement arbitraire, de ressortir un critère de 18 mg par litre. La réglementation européenne est à 50 mg par litre de nitrate. La France, aujourd'hui, nous dit qu'il faut aller à 18. Et si vous n'êtes pas en deçà de 18, on va vous mettre avec des zones dites vulnérables, avec plein de critères, une réglementation de fou furieux pour faire baisser le taux de nitrate. Et on sait très bien que ce n'est pas en classifiant, en mettant des règles bureaucratiques sur des zones où on est à plus de 18 mg par litre, et que ce soit dans le Tarn, dans le Languedoc-Roussillon, dans le Massif central ou partout, qu'on va résoudre le problème des algues vertes en France. C'est ça que je dis. Donc aujourd'hui, il faut arrêter, parce que les écolos rêvent pendant que l'agriculture crève. Et ça, c'est valable sur les algues vertes, sur l'excès de réglementation au niveau des nitrates. Non, mais faut le dire. Aujourd'hui, on ne répond pas à des problématiques agricoles par un excès de réglementation. On répond à des problématiques agricoles en se mettant tous autour de la table, en essayant de casser un petit peu les clichés qu'il y a, en observant nos exploitations et en s'adaptant aux modèles agricoles qui doivent coexister. Donc, il n'y a pas de mise sur piédestal de l'un par rapport à l'autre. Tous les modèles existent et c'est bien. Il n'y a pas. Je crois que la plus mauvaise défense qu'on peut faire du monde agricole, et heureusement qu'il y en a ici qui ne sont pas défenseurs des agriculteurs, parce que quand on nous dit, attention, les cochons, les poulets en Bretagne, ça ne devrait plus exister parce que c'est mauvais. Enfin, attendez, si demain on importe, parce qu'il y a une vraie demande, hein, on est encore importateur de poulets industriels. Donc demain, si c'est en important des poulets industriels et des cochons industriels d'Asie du Sud-Est et d'Amérique qu'on défend l'agriculture française, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut raisonner les choses. Si on veut un vrai modèle avec une agriculture en France, effectivement, il faut être ouvert à cette diversité-là. Le manichéisme. On n'a jamais dit que les gens qui labouraient le faisaient pour faire mal à leur sol. Laisser entendre que nous aurions dit ça, c'est-à-dire dans un débat, quand on commence pour gagner un débat, commencer à faire dire à l'adversaire ce qu'il n'a pas dit, ça dessert la cause de celui qui débat comme ça. On n'a jamais dit qu'on labourait les sols pour faire mal à un sol. Ça n'a rien à voir. Alors, je reprends, parce que je pense que c'est... On dit l'excès de réglementation. Et pourquoi c'est un excès de réglementation? C'est parce qu'on n'a pas réorienté les subventions. Moi, j'ai jamais dit qu'il faut réglementer, j'ai dit qu'il faut payer les services environnementaux. Et c'est parce que le syndicalisme agricole a maintenu les subventions à l'hectare en disant il ne faut rien changer, etc., que du coup, on a été obligé de mettre des éco-conditionnalités et des excès de réglementation. Mais les agriculteurs payent très cher une stratégie syndicale erronée. Il est évident qu'il faut d'abord que les agriculteurs réagissent en fonction de rapports de prix et que travaillant pour leur intérêt privé, c'est parfaitement leur droit, le revenu de la famille, ils sont dans des rapports de prix qui les incitent à faire les systèmes de production les plus conformes à l'intérêt général. Et dire tous les systèmes existent, et c'est très bien, ben, je vais vous dire, c'est quand même une façon de laisser entendre qu'il n'y a aucun système qui mériterait d'être dénoncé. Et du coup, les perturbateurs endocriniens, toutes ces choses-là, c'est silence. Il n'y a rien à voir. Ça, c'est défense syndicale du monde agricole, pour fréquenter effectivement plutôt le monde non agricole, mais je fréquente quand même le monde agricole, rassurez-vous, ça fait le plus grand mal au monde agricole de se défendre avec le déni, avec on vous fait dire ce que vous n'avez pas dit, chez l'excès de réglementation n'empêche qu'on a fait tout pour que ce ne soit pas le paiement des services environnementaux, mais des subventions directes et la mendicité qui continue. Ça, effectivement, je comprends l'excès de réglementation, je crois que je ne supporterai pas, mais il est évident que les réglementations européennes pour tous les terroirs de 28 pays uniformes pour éviter les distorsions de concurrence, excusez-moi, c'est soit contre-productif, soit inefficace, mais c'était évident que ça allait amener les agriculteurs dans cette tambouille. Et puis alors la filière d'où les bas de gamme, ben, je suis désolé, oui, mais, y compris Stéphane Le Foll, lui, breton et Hugues Dassard, il sait qu'à la tonne de poulet, le poulet de Loué crée plus d'emplois que les poulets doux. Alors évidemment, dans l'urgence, il est obligé de subventionner, éviter la fermeture des abattoirs, etc. On nous demande encore de subventionner sans changement du système de production. Mais continuer de subventionner un système de production qui est sans avenir, parce que les vrais poulets, nous les importons, et que nous, on exporte vers l'Arabie Saoudite des poulets concurrents élevés comme ceux du Brésil, ben c'est évident que ça n'a aucun avenir. Et je pense que celui qui est le plus utile pour les agriculteurs, pour les sortir de cette situation dans laquelle sont les bonnets rouges, on me dit, la poudre de lait, on a des avantages, on sait faire, parce que ça va être un lait, vous allez voir, pour les enfants en Chine. Mais n'oubliez pas d'abord que si les Chinois investissent dans les tours de déshydratation, c'est quand même qu'il y a des subventions, nos impôts subventionnent, et donc effectivement ça rend la chose rentable. Et n'oubliez pas que les Chinois font exactement les mêmes investissements en Uruguay, en Irlande
et en Nouvelle-Zélande, et avec des techniques identiques. Donc, ne me faites pas croire que la poudre de lait avec un robot de traite et 60 vaches sera compétitive avec certaines fermes des 1000 vaches ici ou là, dans lesquelles parfois le lait n'est qu'un sous-produit du méthane. Enfin, regardons les choses en face. Moi, je pense que le meilleur qu'on puisse faire aux agriculteurs, en tout cas les scientifiques, c'est leur rôle, c'est de leur dire, même si je comprends que c'est assez dur à entendre ça par contre, je comprends que le modèle dont vous me dites quel est son avenir, si on ne bouge pas, c'est nul, c'est la catastrophe, c'est l'exode rural, c'est le sous-emploi, c'est l'industrialisation de l'agriculture, elle ne sera pas rentable, parce qu'on n'est pas sur les produits industriels rentables. Je comprends que c'est dur à dire, mais moi, vous m'avez demandé quel modèle, moi je propose qu'on change, et que cette fois, on décide, alors évidemment, en fonction des agroécosystèmes, en s'inspirant de l'agroécologie, faire l'usage intensif des ressources naturelles qui ne coûtent rien, les rayons du soleil, les gaz carboniques, l'azote de l'air, et économe en énergie fossile, et que pour les éléments minéraux, on utilise au mieux les racines profondes, les champignons piquants. Et on recycle avec du fumier. Je trouve que ce n'est pas complètement idiot. Oui, je suis très objectif sur cette question-là. Le projet Estrade me dit que je serai tombé dedans. Là, on parlait que les réglementations énervent les agriculteurs. Non, la réaction de l'agriculteur serait de dire si j'ai 18 mg ou 50 mg, c'est que j'ai mal bossé, c'est que je ne suis pas pro. Je ne dois pas avoir de nitrate dans mes eaux. Si je travaille correctement, je dois recycler mes éléments. Mais je voudrais citer une histoire. En 2000, Lydia a organisé un voyage de 10 céréaliers français, on les avait répartis sur l'ensemble du territoire, et on les a emmenés au Brésil. On les a emmenés au Brésil et Lydia va organiser un voyage. On démarrait à 700 mm d'eau dans le sud du Rio Grande do Sul et on a terminé sur le Mato Grosso avec 3 mètres d'eau par an. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y avait un breton dans l'eau. Alors d'abord, c'était drôle parce qu'il y avait des bosserons, c'est des gars qui roulaient un peu les caisses, c'était quand même des gros. Pourquoi se payer un voyage au Brésil? C'était quand même des gars qui avaient 200 hectares, 300 hectares, donc ils roulaient des caisses, ils se pensaient des gros caïds. Et puis, le premier agriculteur chez qui on est arrivé, il avait 900 hectares, il s'excusait d'être un petit de la région Gros. Donc les bosserons, ils ont mis un petit peu de... Ils ont baissé un peu les yeux. Et ce qui était drôle, c'est que quand nous sommes sortis de l'aéroport de Rio Grande do Sul, on est monté dans un bus avec les agriculteurs et on passe devant une énorme usine, il y avait écrit Doux. Et il y a le breton qui me dit « Oh, c'est marrant, ça a le même nom que l'usine Doux à côté de chez moi. » Non, mais je lui dis « C'est pas, ça a le même nom, c'est une usine Doux. » Parce que M. Doux, il a compris qu'on gagnait beaucoup plus de pognon en faisant du poulet au Brésil, en les revendant en France, qu'en faisant du poulet en Bretagne. Après, il s'est fait financer par la France, et puis voilà. Et puis les agriculteurs, ils ont commencé à s'ouvrir les yeux qu'effectivement, M. Doux, il avait son soja sur place au Rio Grande do Sul. Il n'y avait pas besoin de l'importer du Brésil, et qu'il remplissait des bateaux de poulet, que ça rapporte plus d'argent que de remplir un bateau de soja. Et ça, c'est intéressant de faire voyager les agriculteurs français parce qu'ils comprennent que le modèle industriel, mais ils sont cuits. On les a emmenés chez un gars qui avait 50 000 hectares dans le Mato Grosso. Le type, il avait un parc de moissonneuses-batteuses. Nous, on travaillait avec des gars qui ont des semoirs, enfin, pour vous donner une idée, hein, des gars qui ont des semoirs de 24 mètres de large, qui sèment 200 hectares par jour avec un seul bonhomme. Vous voulez vous battre avec les petits territoires français à 300 hectares? Pour vous donner une idée, là, on travaille avec un Argentin, il a 30 000 hectares. Sa ferme, les non-stop, il ne fait pas de demi-tour avec ses moissonneuses-batteuses avant 30 km. Entre le début de sa ferme et la fin de sa ferme, il passe de 600 mm d'eau à 950 mm d'eau. Et son rendement donc augmente au fur et à mesure que donc les moissonneuses-batteuses arrivent sur un chemin, les remorques l'attendent, jamais une remorque dans les champs, aucune compaction, il vide son grain dessus, la boiteuse repart pour 30 km et à chaque fois il y a une remorque qui attend. Voulez-vous battre contre des gens comme ça, avec le modèle français? Il est perdu d'avance, ce modèle, soi-disant. Pour faire une France des terroirs, comme a dit Marc Dufumier. Aujourd'hui, il y a une partie de la société qui voit un peu nos exploitations comme dans Martine à la ferme. Et quelquefois, ce qui nous agace un peu, c'est... En gros, c'est un peu le small is beautiful, et puis il y a 100 ans, on était avec la charrue et les bœufs, alors c'était mieux. Et on a envie de dire aux gens, mais non, enfin, regardez, aujourd'hui, c'est sûr, ça a évolué, on est dans un contexte différent, mais regardez les efforts qu'on fait, regardez les pratiques qu'on met en place. Les premiers destinataires de l'agriculture, c'est ceux qui mangent les produits de l'agriculture, c'est-à-dire, c'est tout le monde. Et donc, ça pose évidemment la question de l'intérêt général. Et on n'a pas posé la question de l'intérêt général. Alors, moi, je vais émettre une hypothèse de ce que devrait être l'agriculture de demain. C'est une agriculture qui remplit, qui rend service, qui porte l'intérêt général. Et le premier d'entre eux, c'est d'entretenir les paysages, certes. C'est de nourrir les Français, les Européens, et pas forcément le monde. C'est d'apporter aux Français et aux Européens des aliments de qualité. Quand je dis qualité, ça veut dire avec des qualités gustatives et des produits variés, et qui leur permet d'être en bonne santé. Et puis pour être en bonne santé, il faut produire sans empoisonner les terres, l'air et l'eau,
et les animaux, et enfin, et les destinataires dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui mangent. Bon, on avait demandé que vous adressiez plutôt... Alors, je vais juste finir parce que les acteurs majeurs, c'est les agriculteurs évidemment, et les agriculteurs, il faut préserver leur emploi et leur offrir des emplois de qualité, durables, qui soient eux-mêmes en bonne santé physique et mentale, puisqu'il y a beaucoup de suicides, on l'a dit, donc c'est effectivement que le modèle est malade. Et puis, il faut qu'ils aient des revenus justes et élevés, de manière à ce qu'ils apprécient le métier qu'ils font. Voilà. Et si le premier driver, c'est la subvention, eh bien oui, payons les agriculteurs pour qu'ils rendent les services que je viens de citer. Et je voudrais interroger donc les 5 intervenants pour qu'ils nous disent comment on peut faire évoluer la politique agricole commune, puisque c'est le driver majeur, visiblement, pour faire évoluer l'agriculture dans les 10 ans. Merci. Bon, qui commence? Moi, je pense que déjà, le problème de la sécurité alimentaire, il est plus réalisé en Europe, c'est l'Europe est le premier importateur mondial d'aliments. Donc si on veut que l'agriculture européenne soit à nouveau capable de nourrir l'Europe, il va falloir remettre des bras dans l'agriculture, et je ne sais pas si c'est faisable. Ça, c'est une question que je pose. Est-ce qu'on peut remettre des bras dans l'agriculture maintenant que la terre a été donnée, puisque on a montré que les fermes de 100 hectares, elles ont pas mal grandi. Si vous demandez à ces gens, il va falloir repartager un peu le gâteau. Puis, ça me paraît très, très, très difficile à réaliser. Je ne vois pas comment l'Europe va à nouveau être capable de se nourrir. La France ne fournit que 35% de ses fruits et légumes. Hein. Elle est obligée d'importer 44% de ses poulets, etc. La France ne se nourrit plus. Elle s'est nourrie jusque dans les années 60-70. Depuis qu'on a fait la Révolution verte, vous ne mangez plus. S'il y avait une guerre, ce serait dramatique. L'agriculture française ne fait plus le service que vous demandez. Oui, parce que là, je ne comprends plus. D'une main, on n'arrive plus à se nourrir, et de l'autre, il faut adopter des modèles agricoles qui produisent moins. Puisque avec le bio, on sait que le rendement est plus faible. Mais pas du tout, c'est absolument pas ça. Il faut des bras pour produire. Vous êtes en train de confondre productivité à l'hectare et productivité par agriculteur. Nous sommes à l'heure actuelle dans une forte productivité par agriculteur. Chaque agriculteur produit beaucoup, mais comme il n'y en a plus beaucoup, ça ne nourrit pas les Français. Et si vous voulez avoir une forte productivité au mètre carré, il faut beaucoup de main-d'œuvre. Si vous prenez l'agriculture paysanne d'Indonésie, du Vietnam, du Laos, elle est très productrice au mètre carré. Par contre, elle n'est pas productive par paysan. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paysans au Vietnam qui nourrissent ces 80 millions d'habitants. Nous, on a plus de 300 000 habitants. Ils sont incapables de nourrir les 65 millions de Français. Bon. Ils ont une grosse productivité par individu, mais pas par mètre carré. C'est de l'intérêt général, parce qu'on est tous consommateurs aussi, et l'agriculture est porteuse d'enjeux alimentaires et de santé publique. Après, je reviens vraiment sur le sujet de l'importation, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est plus du tout autosuffisant dans notre manière de nous alimenter, et dans l'orientation des politiques publiques de la PAC, produire, c'est vraiment plus la priorité, en fait. Enfin, produire au sens de rendement ou en fait, ça ne gêne plus personne au niveau des politiques publiques européennes, notamment, d'importer massivement. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie problématique pour contrôler nos enjeux alimentaires et de santé et de recherche. Et aujourd'hui, je vous donnerai juste un exemple. Je suis désolée, c'est parce que ça me concerne, donc c'est pour ça que je le connais bien. Dans le Tarn, on a une production particulière de niche qui est l'ail rose. C'est l'ail rose de Lautrec. Enfin voilà, on a quelques producteurs d'ail rose et on arrive encore à faire vivre cette production-là. Il y a de plus en plus de mal parce qu'il y a très peu d'innovation qui est faite sur cette filière, très peu de recherche variétale. Enfin bon, c'est déjà compliqué. Et en plus, la Commission européenne, il y a 2 ans, me semble-t-il, a décidé d'importer sous IGP européenne de l'ail chinois. Et là, ça a été le coup de grâce, en fait, parce qu'on a eu ces quotas d'importation qui sont arrivés sur le marché, sous IGP européenne, commercialisée de l'ail chinois, et donc ça devient extrêmement difficile pour des producteurs d'une culture qui est en train de disparaître. C'est une culture de niche qui est déjà... c'est compliqué de la faire vivre, comme toutes les cultures de niche. Aujourd'hui, ça a été ce coup de grâce-là. Et on a énormément de problèmes de concurrence, et notamment sur ces types de production. Et ça, aujourd'hui, pour les consommateurs et pour les agriculteurs, c'est un vrai problème. Là, je crois qu'on est tous d'accord sur ces enjeux-là. Quand même la qualité de la nourriture. Hein, donc, effectivement, on est extrêmement dépendant pour un grand nombre de produits agricoles. C'est-à-dire que l'image, notre balance commerciale est excédentaire. Ça peut être très clair. Et c'est pour les 2 tiers à cause des produits terroirs. Hein, champagne, vin, spiritueux, on a dit, et autres. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de produits, y compris stratégiques, on est devenu extrêmement déficitaire. Et la première dépendance qu'il nous faut mettre à bas, c'est la dépendance à l'égard de protéagineux, soja, tout autre soja en provenance des États-Unis, du Brésil et d'Argentine. Donc évidemment, le premier effort, parce que ça va être progressif, cette nouvelle politique agricole, c'est de quand même réintégrer des légumineuses dans nos champs en rotation. Et parallèlement à ça, on sera quand même obligé de réassocier agriculture et élevage.
Et pour qu'une politique puisse être efficace en la matière, alors évidemment, ça va dépendre de nous, mais parfois, on ne perd pas toutes les batailles. Mais on a perdu la bataille 2014-2020, on n'a pas su réorienter les aides du premier pilier de la PAC, les fameux 9 milliards d'euros du premier pilier, pour que les agriculteurs soient rémunérés avec une incitation à faire une autre agriculture. Voilà, ça c'est le grave échec, et effectivement, le consommateur, l'environnementaliste, n'a pas pesé de son poids. Certains lobbies, qui ne sont d'ailleurs pas que agricoles, mais dans lesquels il y a quand même le syndicalisme agricole, a voulu jouer la carte de l'ancien, et c'est la catastrophe, c'est la réglementation dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est dramatique. Maintenant, est-ce qu'on perd toutes les batailles, y compris sur le plan international? Je dis tout de suite, dans les combats qu'il faut mener, y compris pour un jour, y compris faire des protéines, il va falloir effectivement que rien ne soit signé dans les accords transatlantiques avec le Canada, le CETA, et avec les États-Unis, le TAFTA. Mais il va de soi que nous ne pouvons pas gagner ces accords si, parallèlement, l'Europe impose aux pays africains des accords de partenariat économique qui proposent à des gens qui travaillent à la main le même libre-échange. Alors là, je veux dire, les écarts de productivité entre une femme qui repique du riz à la main et un paysan de Camargue, c'est 1 à 200. Il y a 200 fois plus de travail agricole dans le sac vendu par le paysan malgache que par celui vendu par un agriculteur de Camargue. Donc on s'échange au même prix. Les rapports dans lesquels on a 200, ça veut dire qu'on va à une rémunération 200 fois inférieure. Ça, il faut mettre fin. Mais si vous voulez qu'on gagne sur le CETA, le TAFTA, il est évident que dans les négociations internationales, il faut surtout que les pays africains, les pays du Sud, soient du côté de l'Europe. Mais il ne faut donc pas leur faire du tort. Et par contre, d'abord, je vous signale que les accords qu'on voulait signer au sein de l'OMC, je vous signale, ils n'ont pas été signés. Pascal Lamy a quitté la présidence, ça n'a pas été signé. Pourquoi? Parce qu'on s'est remué. Seattle, Cancun, il y a des gens, y compris en Afrique et chez nous, qui se sont opposés. Et moi, je demande dans les syndicats agricoles qui vraiment s'est opposé. C'est-à-dire qui est à l'origine du fait qu'un certain nombre d'accords léonins échouent. C'est-à-dire, et là, je crois qu'il faut aussi savoir assurer. Mais, y compris, on parlait de l'artificialisation, c'est-à-dire le bitume des terres agricoles. Mais écoutez, moi, j'ai le souvenir d'un Premier ministre, il était, je crois, spécialiste des courses au Mans, il voulait déplacer le circuit de Magny-Cours sur les plus belles terres agricoles de Flins. Et je vous signale qu'il y a renoncé. Un Premier ministre dans le caca. Le dans le caca était obligé de renoncer à bitumer des terres agricoles. Et aujourd'hui, on installe les maraîchers en bio. C'est des combats que nous avons menés. Et pourquoi alors dans le Grand Ouest, un autre ancien ministre qui veut installer je ne sais pas trop quel aéroport, pourquoi on ne le ferait pas plier lui aussi? Je veux dire, si on se remue, je suis désolé. Bien. Non, certes, en face de nous, on a des bulldozers. Ça, il ne faut pas le nier. Mais pensez, pourtant, il faut baisser les bras. Non, moi je ne suis pas de cela. Je pense qu'on peut, et ça va quand même dépendre du consommateur. Et l'alliance consommateur-environnementaliste paysan, autour d'un combat, il y a des formes d'agriculture qui peuvent être intensément écologiques ou intensément écologiques, faisant l'usage intensif des ressources naturelles, etc. Montrer qu'il y a des perspectives d'avenir, pas des modèles, mais des types de systèmes, des systèmes de production d'avenir qui peuvent être adaptés à chacun des agro-écosystèmes, ça rend quand même optimiste pour dire, désormais, soutenons autre chose que oui, j'ai une question pour Lydie Bourguignon par rapport à l'idée que vous avez mentionnée par rapport à leur ceinture d'agriculture autour des villes. Et je sais qu'à Munich, en Allemagne, ils ont subventionné les agricultures bio autour de la ville. Et ces subventions étaient largement récompensées par les réductions de coûts de traiter l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est votre vision de cette ceinture? Et est-ce que c'est en contrarie avec l'idée de la Grande Paris? Effectivement, autrefois, Paris avait sa ceinture maraîchère. Moi, nous en habite à Dijon. Il y avait une ceinture maraîchère autour des villes. Et toutes ces ceintures ont quasiment disparu. Vous vous promenez, même en Europe, en France, vous vous promenez, il y a plus cela. Et je pense qu'au niveau des régions, et même des politiques, on devrait retravailler sur ces ceintures autour des villes. À l'heure actuelle, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de prise de décision dans ce sens-là. Quand il y a des terrains autour des villes, très souvent, ces terrains-là sont partis en rocade, en supermarché, et la preuve en est du Grand Paris. Marc parlait de l'aéroport de Nantes, qui est le futur aéroport, il y en a déjà un,
et on va en refaire un. Je me souviens, on nous a demandé, des agriculteurs de la région c'était à Beauvais, ils voulaient faire un deuxième aéroport, et en fait là les agriculteurs ont demandé, se sont battus, ont demandé des expertises, et en fait cet aéroport ne s'est pas fait. Donc là il y a eu un gain, il y a eu en disant c'est des terres cultivables, on ne va pas remettre du béton sur quand même des très très belles terres cultivables. Mais pour l'instant il n'y a pas beaucoup de décisions là-dessus. Pour revenir sur une notion de qualité que vous avez posée, non, mais vous ne attendez. pouvez avoir de la qualité dans les légumes que si vous avez une agriculture. La recherche sur le bio spécifiquement n'a pas eu l'ampleur de ce qu'on a pu faire pour accompagner un autre modèle d'agriculture. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, moi j'ai foi, malgré ce qu'on dit, à la coexistence de différents systèmes, mais pas, quand je dis différents systèmes, c'est différents modèles de production, tout en cherchant bien entendu à pallier les défauts de certains. Parce que, on est à peu près tous d'accord autour de la table sur le fait qu'il faut rejeter le modèle unique. Le problème, j'ai l'impression, c'est qu'il y en a qui ne rejettent pas les mêmes. Qui ne donnent pas le même poids aux différents modèles. Voilà. Alors, pour en venir au bio, c'est une très bonne idée. Les choses sont en train de changer. Mais ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que ça va être très difficile, parce que tout le modèle de recherche en France s'est construit dans les années 50-60, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, autour de l'idée, qu'on sait maintenant qu'elle n'est pas bonne, d'aller vers un modèle unique. On a mentionné à un moment donné la ferme de 100 hectares, conduite par une famille hyper performante, etc. Et l'observation de l'état de l'agriculture actuelle montre que vous n'avez jamais réussi à atteindre ça, qu'au contraire, ça évolue un peu dans tous les sens avec une très grande diversité de formes. Et le système de recherche français n'a pas fait sa mue, lui permettant de diversifier ces thématiques de recherche en les adaptant aux différents modes d'agriculture auxquels ces différents types de recherche s'adressent. Alors de manière très concrète, par exemple sur l'azote, voilà, on a quand même beaucoup travaillé sur le bilan, sur la manière finalement d'apporter intelligemment l'azote minéral, et pas suffisamment investi dans la façon de nourrir des cultures en apportant de l'humus, de la matière organique, en insérant des légumineuses, etc. Donc je suis d'accord avec toi, il faut qu'on essaye quand même de faire... Je me réjouis du fait que vous êtes les 5 d'accord avec le fait qu'on soit dans une transition agricole et qu'il faut plus de diversité. Par contre, j'ai été un petit peu déçu par votre position, Madame Limard, parce que j'ai l'impression que votre réflexion est un peu statique, et je pense que c'est normal puisque vous êtes du syndicat et que vous voulez protéger les filières, et c'est de là dont vous parlez d'innovation. Pour vous, les innovations sont en fait pour protéger cette filière. Par contre, justement, alors je préfère challenger finalement ces personnes à ma droite. Est-ce que finalement le défi d'une agriculture qui respecterait l'agroécologie, c'est l'autonomie alimentaire, et à ce moment-là, si on veut aller vers une autonomie alimentaire, est-ce qu'on mange moins? Si vous voulez, pourquoi on mange beaucoup? C'est qu'il n'y a plus rien dans nos aliments. Hein, si on prend par exemple la vitamine C dans les pommes, elle est effondrée d'un facteur 100 depuis 1930. Hein, donc il y a un effondrement des teneurs en microéléments. Pourquoi? Parce que les microéléments, le sélénium, cadmium, etc., sont chélatés par les microbes, par des échanges qui se font avec la racine de la plante, et qui permet, à quoi servent ces cofacteurs? Parce qu'en fait, ils servent de cofacteurs enzymatiques. C'est-à-dire que tout ce qui est synthétisé dans un être vivant, c'est synthétisé par des enzymes. Et les enzymes sont toutes des protéines à cofacteurs métalliques. Donc vous avez des enzymes à molybdène, à zinc, à cobalt, à sélénium, etc. Comme nous avons effondré l'activité biologique de nos sols, et que des produits, par exemple, comme la tomate ou la fraise, sont à 99% produits hors sol. Dans le hors sol, nous sommes incapables d'avoir toute cette microflore qui est là, le sélénium. Je prends le sélénium, c'est un cas intéressant, c'est un métal qui sert à une enzyme qui vous protège contre les cancers. Donc c'est quand même important d'être bien fourni en sélénium dans son alimentation si vous voulez éviter les cancers. Comme nous sommes partis en hors-sol, donc des milieux hyper appauvris, et que nous sommes incapables d'avoir puisqu'on estime que c'est en millions d'espèces, hein, les bactéries dans les sols, vous êtes dans une nourriture extraordinairement appauvrie. Et je crois qu'un des défauts de la bio, quand en 84 on avait discuté sur le cahier de la bio, c'est qu'ils ont insisté trop sur les pesticides. Pour moi, ce n'est pas les pesticides qui sont tellement dangereux dans la santé humaine, à part le côté, effectivement, sur l'aspect sexuel, ça a tendance c'est le plus dangereux, c'est la carence alimentaire. On estime qu'en Europe, 95% des Européens sont carencés en un ou plusieurs oligo-éléments à cause de sols qui sont tellement bas en activité biologique qu'il n'y a plus les micro-éléments dont vous avez besoin pour avoir une bonne santé. C'est pour ça que ce qui est très frappant quand vous arrivez en Europe en venant d'un pays type asiatique, c'est que les enfants ont les cheveux ternes en Europe. Ils n'ont plus les cheveux brillants.
Il y a un certain signe de santé chez les mammifères. Donc ça, et ça, vous pouvez l'avoir que par des sols. D'accord, mais la microbiologie des sols ne fait pas tout quand même. Et voilà, les micronutriments qui sont dans les sols proviennent aussi de processus physiques, chimiques, qui ne sont pas seulement motivés par les bactéries du sol. Ah non, il n'y a pas d'entrée de ligo-éléments autrement que par la création. Donc là, on a parlé beaucoup de techniques de culture, de modèles pour les exploitations. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'on parle un peu plus de la diminution du nombre d'agriculteurs, parce que les agriculteurs, on a vu là sur la vidéo, ils disent en 10 ans, on en a perdu un quart. C'est une dynamique qui est assez longue. Ils deviennent de plus en plus vieux. Alors, quand on parle d'innovation avec des agriculteurs de plus de 50 ans, moi, j'aimerais bien savoir qui va innover. Et je veux dire, comment on peut baser un modèle un modèle stable, disons, alors que la population agricole diminue, qu'on n'est toujours pas à un équilibre de ce point de vue-là, que ce que vous dites, Monsieur Bourguignon, c'est qu'on ne va pas casser les exploitations qui existent, donc on ne va certainement pas réinstaller beaucoup de personnes sur ce qui existe déjà. Donc, et que ces agriculteurs, ils veulent avoir des week-ends et des vacances, ce qui est bien légitime, donc on va vers une simplification des tâches, ce que je trouve totalement légitime vis-à-vis du reste de la société. Et donc, comment vous voyez l'avenir avec tous ces facteurs humains qui finalement influencent peut-être beaucoup plus que les politiques, la technique ou... Rapidement, dans la diversité des agricultures sur le plan social, il est clair qu'il y a quand même des endroits où il y a des jeunes qui s'installent, et vous savez qu'un tiers des agriculteurs qui s'installent sont hors cadre familial. Donc déjà, ils ne viennent pas, ce pas des fils ou filles d'agriculteurs. Et ce sont souvent ceux-là qui s'installent sur des très petites terres, sur des petites surfaces, avec peu de capitaux, et qui effectivement sont plus les innovateurs sur l'agriculture intensément écologique. Intensément d'emploi, parce que c'est quand même beaucoup de travail, soyons clairs, mais qui essayent de faire effectivement gérer leur autonomie alimentaire en circuit court, les cycles de carbone, les cycles d'azote. Le circuit court, c'est pas seulement producteur-consommateur. L'agriculture moderne de demain, elle va associer des lentillons au blé, elle va gérer en circuit court le cycle du carbone, le cycle de l'azote, et là il y a des innovations, et c'est plutôt chez ces gens-là qu'on voit ce type d'innovation. Mais il est vrai aussi, et c'est très intéressant, qu'il existe parfois des unités de production déjà assez grandes, qui au moment où la question se pose de savoir si les filles d'agriculteurs vont s'installer avec leurs parents au moins pendant un certain temps, on voit dans des exploitations parfois de taille assez grande une diversification des ateliers avec une spécialisation du travail. Ça permet l'association agriculture-élevage dans un très grand nombre de cas, pas dans tous, hein, il y a une très grande diversité, et ça permet effectivement aux gens qui sont à la fois très proches, hein, humainement parlant, un peu spécialisés, c'est-à-dire chacun a son boulot, etc., et néanmoins ils sont substituables. C'est-à-dire que ça permet effectivement de mener une agriculture qui est donc plus intensive en emploi, puisque ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur ajoutée à l'unité de surface, hein, je ne dis pas forcément du rendement, mais de la valeur ajoutée, c'est-à-dire le rendement moins les valeurs détruites à l'hectare, et ça c'est quand même très encourageant. Sachez que quand même on voit aujourd'hui ce point, un certain nombre de ces exploitations où malgré leur taille, on voit aujourd'hui une intensification écologique et une intensification d'emploi. Ça, il faut vraiment l'encourager. Et je ne vous cache pas, je reviens toujours, si nos politiques agricoles encourageaient ça, eh bien, je vais vous dire, on aurait déjà bien avancé dans l'autonomie alimentaire, avec évidemment moins de dépendance. Je me mets un peu contre l'idée un peu toute faite que des agriculteurs de plus de 50 ans n'étaient pas capables. Et donc je pense que l'innovation, c'est pas aussi seulement l'intensification écologique. Il y a d'autres façons d'innover en agriculture. Il faut quand même aussi relever un peu le gant. Il y a des innovations technologiques tout à fait intéressantes qui peuvent être permises par exemple par le développement de l'Internet 2.0. Et donc faire de l'agriculture de précision dans des systèmes de grande surface, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique pour l'environnement. Encore une fois, il ne s'agit pas de défendre l'agriculture productiviste, mais il s'agit de maintenir. Et là, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que toi, tu vois que l'emploi dans le secteur agricole. Et moi, je suis sûr que maintenir des exploitations performantes, ça permet de générer des emplois induits. Et développer les technologies, des très hautes technologies dans de l'agriculture sur des grands systèmes céréaliers, ça permettra d'une main de corriger les dérives par rapport à l'environnement, qu'il ne faut pas nier, je suis complètement d'accord, et de l'autre main, de faire vivre des filières d'agroéquipement en France. Il y a un rapport là qui vient d'être fait par Bournigal, le patron d'IRSTEA, tout à fait intéressant à cet égard. Et ça, j'y crois aussi. Et vous devez y croire aussi, parce que si tout le monde se met à étudier les écosystèmes, il va y avoir une dérive dans l'autre sens. C'est une super question, parce que s'il y a bien dans le syndicalisme majoritaire
une cause à laquelle on est très attaché, notamment aux jeunes agriculteurs, c'est le RGA, le renouvellement des générations en agriculture. Et c'est pour nous quelque chose d'essentiel, c'est toujours notre priorité d'action. Et pour nous, les installations, elles doivent se faire. On voit que la population agricole diminue, on voit que le renouvellement a du mal à se faire, que les entreprises ont du mal à se renouveler, que quand il y a des départs en retraite, la transmission, elle n'est pas forcément là, pour plein de raisons. Pour des raisons économiques, parce que c'est plus rentable, parce qu'elle n'est pas attractive, pour des raisons de vivabilité, parce qu'il y a effectivement ces problèmes humains d'enclavement. C'est un mode de vie que tout le monde ne... Voilà. Et puis c'est un métier aussi où il y a des contraintes. C'est un super... Enfin voilà, on le fait tous par passion, mais justement c'est un métier passion. Et c'est justement parce que c'est un métier passion que tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde peut parler d'agriculture et proposer des modèles agricoles, mais être agriculteur, c'est quelque chose qui nous engage tout le temps, en fait. Et voilà, ça fait partie. Il y en a d'autres, des métiers qu'on ne fait pas passion, mais celui-là, ça en est vraiment. Donc, c'est ça aussi qui. Oui. Alors, à l'heure actuelle, nous dépensons 10 calories fossiles pour faire une calorie alimentaire. En plein sol, en moyenne, hein, et en hors sol, c'est 36 calories de fossiles pour faire une calorie alimentaire. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'humanité fait dépendre son alimentation d'une ressource non renouvelable, qui est le pétrole, alors que pendant 7000 ans, il l'a fait dépendre du soleil, qui est une méthode extrêmement renouvelable, elle, au contraire. Donc c'est vrai que là, c'est une véritable réflexion. C'est une vraie réflexion, c'est pourra-t-on faire une agriculture qui dépend du soleil et non pas de... Oui, c'est sûr que le bétail mange plus de la moitié de nos céréales, puisqu'on a remplacé les modèles pâture par des modèles maïs, irrigués, etc. Donc c'est vrai que bon, ça a été des choix sociétaux. Hein. On a souligné le fait qu'effectivement, on est entré, et là personne ne peut le nier, dans une phase de transition par rapport à l'agriculture. Et alors là, moi je trouve un truc profondément injuste, c'est de faire porter sur les seules épaules des agriculteurs et des agricultrices le poids, la responsabilité de cette transition. Certes, ils ont pu connaître des erreurs, mais il faut qu'on s'y mette tous. Et là, je vais faire comme Marc, là. Je vais essayer de bouger les poules. Il faut qu'on bouge. Et qu'on bouge aussi sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et là, il y a d'énormes débats. Il faut qu'on change un peu notre rapport à l'alimentation, notre façon de nous alimenter, nos coutumes, nos habitudes. Alors maintenant, à partir de là, je ne vais pas dire qu'il faut qu'on diminue de 10, 20, 30, 40% de notre consommation de viande, si on veut un vrai modèle agricole. Ce que je veux dire quand même, c'est qu'à travers votre question, il y a quand même une idée fondamentale que doivent, autour de cette transition de notre agriculture, se mobiliser non seulement les agriculteurs, mais aussi tous les autres. Les filières qui, derrière, commercialisent leurs produits, les consommateurs qui doivent, enfin je ne vais pas trop aussi dire de tout fait, mais manger un peu différemment, des produits peut-être moins parfaits. On voit deux clans, hein. Il y aurait des intensifs d'un côté, des bio de l'autre. Mais non, juste une chose, ne serait-il pas, vous avez dit travailler ensemble. Alors, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de remettre en cause, ou même d'émettre la FNSEA, qui, à mon avis, est un syndicat qui contrôle tout. Ils n'ont pas de liberté, les paysans, puisqu'ils sont complètement... alors, ils nomment les ministres, ils nomment les dirigeants de, je sais pas quoi, de la recherche, ils dirigent les recherches. Est-ce qu'il n'y a pas... Non, mais c'est vrai, en tant que consommateur, on le voit, on s'en rend bien compte. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de retrouver votre liberté et travailler ensemble? Je pense à l'Autriche, par exemple, qui est un pays qui est un modèle pour les consommateurs, en tout cas. Tout. Bon, je sais pas. Moi, je suis agricultrice. Je suis jeune agricultrice. Je suis installée depuis 4 ans et demi sur mon exploitation dans le Tarn. Je produis des céréales. Je produis des semences. Donc, en céréales, mon assolement, c'est du blé dur, c'est du blé tendre, c'est du colza, du tournesol, des pois aussi que j'ai réintroduit. En semences, je fais du maïs, des bases de maïs, du soja, de la luzerne, multiplication de semences. Je me suis engagée aux jeunes agriculteurs, donc quasiment depuis mon installation, parce que je pense que les syndicats ont vraiment des choses à porter dans la représentation du monde agricole. Je donne mon avis, vous me posez une question, je réponds. Aujourd'hui, on défend des dossiers qui sont nombreux et qui font sens. Par exemple, je prends nos priorités de mandat au niveau des jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, c'est d'abord le RGA, le renouvellement des générations en agriculture, on en a parlé tout à l'heure. C'est aussi l'environnement, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un vrai défi de ce point de vue-là, et il faut qu'on avance et qu'on travaille là-dessus. Et c'est la distribution. C'est-à-dire aujourd'hui, au niveau de l'alimentation, comment pouvoir, nous, agriculteurs, récupérer des marges sur nos productions, sachant que sur un billet de 100 € que le consommateur va dépenser dans un supermarché, 7 € sur ces 100 reviennent aux producteurs. Et ça, ce sont les 3 priorités de mandat qu'on a définies. Donc, les raccourcis avec FNSEA, jeunes agriculteurs, syndicalisme majoritaire, agriculture intensive, subvention, enfin, faut arrêter.
Très sincèrement, il faut arrêter. Moi, je ne défends pas l'agriculture intensive et je ne me situe pas dans un clan. Je dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'agriculture industrielle en France, ou alors on n'a pas la même définition du mot. Quand on a des feedlots avec 40 000, 50 000 animaux, quand on a, comme au Mato Grosso, des exploitations où il y a 30 moissonneuses-batteuses qui, effectivement, ne touchent jamais terre parce qu'il y a des remorques qui arrivent, je peux comprendre que ce soit de l'agriculture industrielle ou intensive. En France, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'agriculture industrielle intensive en France. C'est un débat qui... modèles qui existent. Et ce qu'on essaie, c'est pas de se dire on défend un modèle plutôt que l'autre, mais c'est de dire il faut de la place pour tout le monde. Il faut que chacun puisse faire ses choix, trouver son marché et trouver les consommateurs. C'est tout. Il n'y a pas d'idéologie particulière pour dire on défend l'agriculture intensive ou non, on défend une agriculture viable et transmissible. Mais bien sûr, aux jeunes agriculteurs, enfin, on est plusieurs bio, on a un groupe bio dans le groupe environnement. On n'est pas en train d'opposer. Je comprends pas pourquoi c'est toujours ce cliché sur l'opposition. Alors, je crois qu'il y a des confusions de termes, mais qui, je crains malheureusement, sont quand même un peu savamment entretenues. Mais je ne veux pas faire très attention. Agriculture industrielle, c'est opposable à agriculture artisanale. Et agriculture familiale, c'est opposable à agriculture capitaliste. C'est-à-dire, quand on parle des grandes unités de production, la ferme de 40 000 hectares de canne à sucre que j'ai visitée au Brésil, Louis Dreyfus Commodities, c'est une exploitation française, c'est une exploitation capitaliste. Les gens investissent du capital, ils n'investissent pas leur propre force de travail, et donc, quand ils disent rentable, c'est le taux de profit, ça rapporte un taux de profit au moins égal à ce qu'on aurait dans l'immobilier ou dans d'autres secteurs de l'activité. Cette agriculture-là, quasiment en France, nous n'en avons pas. Il faut être très clair. Et cette agriculture-là, sachez-le, elle est très extensive. C'est de la monoculture, ça ne produit pas beaucoup de valeur ajoutée à l'hectare, et ça produit un sucre le moins cher au monde, parce que justement, on amortit le capital sur d'énormes extensions. Donc, ça, cette forme d'agriculture capitaliste qu'on a au Brésil et qu'on retrouvera en Afrique du Sud, qu'on retrouvera dans un grand nombre de pays, mais quasiment pas en France, évidemment, c'est pas l'agriculture familiale que nous connaissons, ou pour l'essentiel encore en France, les gens qui sont agriculteurs sont des gens qui vivent d'abord de leur travail. Et quand ils font des choix d'investissement en capital, ils le font de façon à rémunérer au mieux leur travail en comparaison avec d'autres opportunités d'emploi. Voilà. Et puis certains, quand ils tombent en faillite, c'est raté, et puis il n'y a pas toujours de l'emploi à l'extérieur. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais l'agriculture industrielle, par contre, c'est celle qui a appliqué à des agroécosystèmes extrêmement complexes des processus inspirés d'industrie. Et souvent d'ailleurs, et je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure, Jean, les agriculteurs, pour une part, ne sont pas les pionniers de ce qui leur est arrivé, parfois même ils sont victimes. C'est-à-dire le cahier des charges leur a été posé à l'agro-industrie, et même la recherche génétique en amont avec les seules variétés inscrites au catalogue et autres, et les choix de critères, l'amélioration variétale, elle a quand même été souvent dictée à l'extérieur du monde paysan, et on a appelé meilleur des choses qu'on essaye de dicter aux paysans. Voilà, on va vous faire de l'amélioration, sans connaître toujours les conditions. Donc là, vous avez des agriculteurs qui sont souvent coincés entre un amont, dans lequel ils n'ont pas beaucoup de choix dans les cantons, ils n'ont pas beaucoup de choix dans les variétés, et un aval qui, dès qu'on ne répond pas au cahier des charges, met des pénalités. Ces agriculteurs se sont endettés. Et endettés, ils ont spécialisé leur système pour amortir au mieux le capital qu'ils avaient fait dans un système. Donc ils ont fait, comme dans l'industrie, grande échelle, spécialisation. Et ça, c'est la catastrophe. Le lait pas cher nous coûte très cher. Parce qu'on paye des impôts pour retirer les algues vertes, on paye des impôts pour que l'eau devienne potable, et puis pour ce qui est des légumes et des perturbateurs endocriniens, ne l'oubliez quand même pas, les jeunes générations, il est prédit, c'est pas avéré statistiquement bien sûr, mais qu'il pourrait y avoir quand même une espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans Alzheimer, sans Parkinson, sans cancer de la prostate et autres, des cancers hormonodépendants, de 5 à 10 ans de moins que les gens de ma génération, qui quand j'étais fœtus, n'a pas été exposé à ça. Parce que c'est l'exposition prolongée dans les jeunes âges de la vie. Vous comprenez que cette agriculture-là, moi je m'interdis de la soutenir. Et c'est bien le processus industriel, la spécialisation et l'agriculture, y compris en utilisant les outils de précision, c'est d'abord pour faire de l'intensément écologique, pour faire l'usage le plus intensif en circuit court, le cycle du carbone, le cycle de l'azote. Excusez-moi, ce sera plus artisanal, ce sera plus soigné, et ça mérite d'être bien rémunéré. Et c'est quand on payera les gens pour qu'ils fassent des choses bonnes que ça ira, et non pas des subventions à l'hectare. Alors, Madame Imar et Monsieur Estrade, qui sont tellement attachés à la notion d'innovation, de progrès, surtout pas de retour en arrière, mais un retour en arrière au niveau du goût, ce serait déjà une innovation. Non, mais... Je suis désolé de vous le dire, mais la meilleure innovation, c'est celle de la nature. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté des fruits et des légumes sauvages. C'est une claque par rapport à ce qu'on nous propose en supermarché. Voilà. Donc... Alors, le goût.
Et la normalisation des produits et leur lien aux façons de produire. Non, rapidement. Attendez, madame. Je ne sais pas par où commencer. Sur le goût, donc vous me dites en gros que les légumes, les fruits industriels, tout ça dans les filières n'ont pas le même goût que les légumes et les fruits sauvages, certes. Après, moi, je veux bien entendre plein de choses sur les perturbateurs endocriniens, les pesticides, la consommation d'énergie fossile, et comme quoi l'agriculture qu'on fait en consomme. Après, ce que je ne comprends pas, c'est l'incohérence et l'hypocrisie de beaucoup de choses aujourd'hui qu'on vit. On a parlé des agriculteurs qui étaient pris entre l'amont et entre l'aval, entre certaines exigences de l'amont et de l'aval. Et au final, ce qu'on fait, et c'est pour ça que moi je défends tout, et à JA, on défend, et c'est pas la FNSE, la Jeunes Agriculteurs, c'est indépendant, je rappelle, ce n'est pas une section jeune, hein, mais on défend tous les modèles d'agriculture parce que tout se consomme en France. Et que quand on a des citoyens qui raisonnent d'une manière, quand ils arrivent à la caisse, ils sont consommateurs et ils raisonnent toujours d'une autre manière. Donc aujourd'hui, plébisciter à la fois des produits de qualité, des filières courtes, des poulets fermiers, des fruits qui ont du goût, enfin voilà, plein de choses comme ça, il y a un marché pour ça. Et c'est pour ça qu'on encourage aussi la vente directe, les circuits courts, enfin plein de productions comme ça. Et il y a un marché aussi pour d'autres types de production. Et c'est normal qu'on puisse s'y mettre et qu'on en vive. Et je prends tout le temps cet exemple-là parce que c'est quelqu'un que je connais bien, c'est un ami à moi qui est agriculteur en Languedoc-Roussillon et qui a un vrai problème au niveau de ses fruits et légumes. Et aujourd'hui, bon, lui, il vend à des grossistes et il y a des produits phytosanitaires qui ont été, enfin des pesticides qui ont été interdits en France et qui sont encore autorisés chez nos voisins en Espagne. Et concrètement, ce sont des produits notamment pour lutter contre la mouche. Et la mouche, c'est un vrai problème parce que quand elle va pondre dans les tomates ou dans les fruits et légumes, en fait, ça rend les fruits ou les tomates hyper aqueuses. Elles ont un goût vinaigré, enfin, c'est dégueulasse. On peut pas les manger, elles sont pas belles, elles sont invendables, etc. Et nous, on a, nous, les producteurs français, on a le droit de traiter les fruits et légumes contre cette mouche-là sur un délai avant récolte maximum de 21 jours. Alors qu'en Espagne, ils ont plus de produits. Donc l'Espagne, chez nous, c'est quoi? C'est 100 km. Ils ont des produits autorisés qui sont différents, peut-être plus performants, entre guillemets. Et eux, ils peuvent traiter jusqu'à 3 jours avant récolte. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent devant les grossistes. Les grossistes, ils voient quoi? Ils voient nos fruits et légumes à nous, des producteurs français. Donc, vous vinaigrez si la mouche a pondu dedans, invendable, pas beau, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent ce qui est vendu à côté par les producteurs espagnols. Et résultat, c'est qui est pénalisé? C'est pour ça que je dis c'est hypocrite. C'est qui est pénalisé? C'est à la fois le consommateur, parce qu'il va manger de l'espagnol ou de l'étranger, parce que ce qui vient de Turquie, enfin voilà, ou du Maroc, c'est pas forcément mieux. Et c'est le producteur aussi qui est pénalisé, parce qu'il n'aura pas pu écouler sa récolte. Donc il y a un moment où on peut promouvoir beaucoup de choses, et on est d'accord sur ça, sur tous les modèles, mais aujourd'hui, si on ne défend pas certains autres modèles, c'est l'importation qui prend de la place, et c'est à la fois les producteurs qui mettent la clé sous la porte, qui en pâtissent, et les consommateurs. Parce qu'au lieu de manger quelque chose qui a certaines normes aujourd'hui, qui est tracé, il y a quand même une sécurité alimentaire qui est quand même énorme en France. Il y a eu un débat la semaine dernière, c'était la journée mondiale de... je sais plus, la santé sur les aliments, enfin, je sais plus, il y a tellement de journées mondiales, mais voilà, il y avait quand même tous les intervenants qui disaient que la France était champion au niveau des bons élèves par rapport à la qualité alimentaire des aliments, que ce soit un résidu de pesticides et autres. Je suis d'accord, j'ai bien compris que la question que vous posiez, c'était la question du goût, mais aujourd'hui, on a quand même, ce qui fait mal au cœur, c'est de devoir compenser nos incapacités à nous, agriculteurs, à produire et à défendre notre viabilité de nos exploitations, et à côté de ça, de voir des importations massives de produits qui arrivent dans nos assiettes avec des qualités qui sont moindres, avec des savoir-faire qui sont plus bas de gamme, et avec des normes sanitaires, environnementales, sociales sur les salaires, et surtout qui sont systématiquement beaucoup moins sévères et pratiques que... Donc en somme, il faut plus de réglementation en Espagne. Non, mais on est dans un marché unique, on est dans un marché mondialisé, et à un moment, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Ou on veut une agriculture avec un seul modèle, et on défend un seul modèle, mais à ce moment-là, on ferme nos frontières, et on est cohérent. Ok, on va le développer, le modèle. Hein. Nous, c'est un choix de société. Moi, je suis agricultrice, je suis pas politique. Donc, à un moment, s'il y a des gens qui nous disent, voilà, on a fait un choix de société. L'agriculture de demain, c'est sans OGM, c'est sans pesticides, c'est sans intrants. Ok, on y va, mais on nous donne les moyens de le faire, et on ferme les frontières. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de défendre un seul modèle dans le contexte et dans la réalité dans laquelle on vit, pour l'instant. C'est paradoxal, c'est hypocrite. Enfin, voilà. Je voudrais répondre sur le goût, parce qu'on travaille dans nos principaux clients sont les vignerons, ceux qui nous font vivre. Pourquoi? Parce que les vignerons, ils vendent directement. On ne travaille pas avec des vignerons qui livrent à la COP, on travaille avec des vignerons qui font de la bouteille. Et c'est intéressant parce que quand on a commencé à travailler avec eux, il y avait un gros problème dans les vins français dans les années 70-80, c'est qu'ils se conservaient plus. Ils perdaient beaucoup de goût en bouche, et ils commençaient à avoir des grosses critiques par les critiques
les gens qui font des critiques sur les goûts des vins, ça n'allait pas très bien. Donc on a travaillé avec des domaines, on a eu la chance de, nous continuons à travailler avec des très très grands domaines. Et ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'on arrête le désherbage chimique, qui représentait à peu près, quand on a commencé à travailler dans les années 90, à peu près 95% du vignoble français était intégralement désherbé chimiquement, on a commencé à faire des profils sur la vigne, et qu'est-ce qu'on a vu? Il n'y avait plus de racines. C'est que toutes les vieilles racines sur les vieux pieds étaient mortes. Il n'y avait que de la racine de surface, tout simplement parce que comme la porosité des sols avait été fermée par le désherbage et par la compaction, les racines de la vigne étaient remontées pour chercher de l'oxygène. D'où l'absence de goût de terroir qu'on voyait dans les vins. Donc on a travaillé avec des domaines, on a d'abord passé en biologie, puis après en biodynamie, et on a eu la chance d'avoir des vignerons qui ont accepté de faire des vraies expériences, de séparer leurs parcelles en moitié en biologie, moitié en biodynamie. Et ce qu'on a observé au niveau microbien, c'est qu'il y avait la même activité biologique sur les sols en biologie et en biodynamie à la surface du sol, mais on avait beaucoup plus d'activité microbienne en profondeur, et c'est le terroir, il est au fond, il n'est pas au-dessus pour le vin. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on analysait les éléments, le sélénium, etc., et bien, il y en avait plus en solution, en profondeur, et donc on avait une explication de la notion, si vous voulez, de terroir. Et donc, ce qui a énormément intéressé les vignerons, et c'est pour ça que je prends une région comme la Bourgogne. Quand on a commencé à travailler, il y avait 5 vignerons en bio. Il y en a maintenant quand même 280 sur 1500. Vous allez me dire, ils sont encore majoritairement en chimie. Mais bon, c'est vraiment un domaine qui est en train de passer en bio et en biodynamie. C'est sûrement le secteur de France qui bouge le plus. Alors, une deuxième expérience, c'est les maraîchers. On a été appelés par des maraîchers qui étaient dans des vrais problèmes catastrophiques. Hein. Le maraîchage en France, il se porte pas bien sur le plan financier. Et je me souviens comme ça d'un maraîcher avec Lydia, c'était amusant, un maraîcher qui nous appelle parce son fils ne voulait pas reprendre, il se préparait à fermer son exploitation. On fait une étude de son terroir et on trouve un grand terroir à fraises, grand terroir à melon, grand terroir à asperges. Il n'avait jamais fait d'asperges de sa vie, il connaissait le melon et la fraise et on lui fait faire du plein champ en biologie. Là, voilà quelqu'un qui est passé effectivement de 50 tonnes de fraises à l'hectare à 25 tonnes. Sauf qu'au lieu de la vendre au prix courant, il la vend à 7 € du kilo, donc il vit beaucoup mieux avec les 25 tonnes qu'avec les 50 tonnes. Pareil avec le melon, et ces asperges sont tellement bonnes qu'on les retrouve maintenant dans les grands restaurants. Donc voilà quelqu'un qui maintenant vit bien économiquement, parce qu'il fait de la qualité gustative et non pas de la quantité. Donc après, c'est des choix personnels. Enfin, les agriculteurs ou les vignerons, ils veulent faire des produits gustatifs ou pas. Mais ça, je défends plusieurs formes d'agriculture, et pour lesquelles, bien évidemment, il faut corriger les défauts. Alors ces défauts sont de différentes natures. Sur certains systèmes, c'est les impacts trop violents sur l'environnement. Sur d'autres systèmes, les bio par exemple, c'est la productivité qu'il faut améliorer. Voilà. Et puis l'agroécologie, c'est aussi quelque chose de très intéressant. La preuve, je l'enseigne dans cette maison. Donc voilà. Donc je voulais juste prendre la parole pour pour essayer d'être un tout petit peu plus clair et clarifier ma position. Je défends une agriculture de multiples visages. Et là, c'est peut-être ce qui me différencie un peu de mon voisin qui vient de partir. Moi, je voulais revenir un peu sur ce qu'a dit la jeune agricultrice qui est sur la gauche, qui disait qu'effectivement, si on veut pouvoir avancer, il va falloir nécessairement créer un certain protectionnisme agricole en France, ou au moins en Europe, pour pouvoir favoriser des actions qui ont des externalités positives et non négatives, comme c'est le cas au Brésil, comme c'est le cas en Chine des fois, comme c'est le cas dans des pays où il n'y a pas de réglementation. Donc il y a clairement cette nécessité de protectionnisme, et on peut aussi peut-être se poser la question de voir au niveau des innovations ce qui a été fait ailleurs, dans des pays qui ont été justement confrontés à ce genre de protectionnisme ou ce genre de nécessité, qui est par exemple le modèle cubain. Je ne sais pas s'il y en a certains de vous qui connaissent un peu le modèle agricole cubain, et si vous auriez pu donner votre avis sur ce modèle agricole. Et voilà. Et je trouve que le hiatus apparent qu'il y a entre les deux modèles qui ont été un petit peu esquissés, là, effectivement, certainement un peu caricatural parfois, mais il pose la question de la transition, en fait, d'un système à l'autre. Alors Jean a lâché le mot tout à l'heure, mais j'aurais aimé qu'on creuse un peu plus cette partie-là. Comment les agriculteurs dits conventionnels, et notamment les jeunes agriculteurs qui ont envie de bien faire leur travail, peuvent être effectivement accompagnés dans cette transition qu'on pourrait appeler agroécologique. Et quand je dis comment, c'est au-delà des subventions dont on a beaucoup parlé, au-delà de dispositifs type éco-phyto dont on a vu le succès très relatif. Comment on fait pour accompagner ces agriculteurs-là et innover et changer les systèmes de production et ou les systèmes alimentaires. Vous avez combien d'heures d'enseignement en biodynamie à l'agro? Je voudrais dire aussi une chose, on a parlé beaucoup des agriculteurs, mais je crois que si on veut changer aussi les modèles de l'agriculture, il faut que les citoyens changent.
Je crois que la manière dont nous mangeons, la manière de nos désirs, eh bien, est extrêmement important. Si on veut payer, ce qui est à l'heure actuelle, une alimentation très peu chère parce qu'elle est subventionnée, il faut savoir que beaucoup de cette alimentation n'est pas chère parce qu'il y a une très grande part de subventions. Si on retire les subventions, je pense que cette alimentation serait proche des prix de l'alimentation en biologie. Et donc, c'est un vrai changement. Il faut qu'on accepte de payer la nourriture à son juste prix. Et à l'heure actuelle, la nourriture, par rapport au temps de travail de certains agriculteurs, n'est absolument pas valorisée. Et ça, c'est un vrai changement de mentalité. On est prêt à mettre beaucoup d'argent sur, par exemple, de la Wi-Fi et tout, et on voit des publicités où on dit que le cochon est à moins de 10 € le kilo. C'est impossible. Si on ne remet pas la nourriture au vrai plan, c'est-à-dire que c'est un véritable déni. Je pense que malgré tout, on le sait, ça a été dit dans la salle, beaucoup de gens savent que la nourriture n'est plus porteuse de ce qu'elle était autrefois. On se ferme les yeux. Si on veut avoir une santé meilleure, si on veut certaines choses, il faudra qu'on accepte de payer. Et si on paye mieux l'agriculture, les produits, je pense que les agriculteurs seront prêts à faire d'autres démarches. Et ça, il faut aussi l'aborder dans le... a été interpellé en disant qu'il n'y avait pas d'enseignement sur la biodynamie. C'est pas comme ça que les termes se posent. Premièrement, on est dans une école d'ingénieurs sur laquelle vraiment le fondement de l'enseignement que l'on dispose est de donner des bases solides scientifiques qui permettent de comprendre les processus à l'œuvre dans les agrosystèmes, et à partir de là, à chaque étudiant correctement formé, avec un esprit scientifique correctement formé, à charge de chaque étudiant d'aller creuser toutes les questions. Et normalement, il a tous les outils intellectuels pour comprendre ce qui ne marche pas dans l'agriculture biologique ou ce qui marche bien, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, là, je complète ma collègue, il y a en deuxième année des unités de valeur qui s'intéressent à cette agriculture biologique. Elles sont suivies par un nombre d'étudiants qui n'est pas négligeable. Et voilà, et ça, c'est le choix des étudiants de choisir l'enseignement qu'ils veulent suivre. Mais même au-delà de ça, il n'est pas question de faire un enseignement que sur l'agriculture biologique ou que sur l'agroécologie. Il est question de donner les outils intellectuels qui permettent ensuite de comprendre et d'être, voilà, de creuser. Non, je suis très contente de voir que tout le monde applaudit quand on dit qu'il faut que les agriculteurs soient plus payés. Je vous remercie. Première chose, parce que c'est vrai. Non, parce que c'est vrai et qu'il y a encore beaucoup de productions qui ont besoin d'être plus valorisées par le consommateur. Donc ça, c'est vrai. Après, attention, l'alimentation n'est pas peu chère parce qu'elle est subventionnée. On a aussi des alimentations qui sont plus chères et qui dégagent plus de valeur ajoutée, des produits plus tournés luxe, entre guillemets, plus haut de gamme, qui sont tout aussi, voire plus subventionnés que les autres. C'est pas forcément lié. Mais bon, enfin voilà, on va pas finir par une polémique. Ce que je voulais juste dire, c'est que effectivement, cette transition-là, elle se fait par l'innovation. Mais à un moment, voilà, nous, comment on le fait? Est-ce qu'on est vraiment, nous, décideurs de ce qu'on fait? On l'est, mais on peut pas nous demander de faire tous les métiers. On est des praticiens, on nous demande d'être un peu agronome, de faire un peu de machinisme, d'être un peu mécano, d'être beaucoup gestionnaire, de faire de la réglementation, de faire de la gestion, de la compta. En plus, si on se lance dans la vente directe, il faut qu'on soit aussi bon en commerce, bon en transformation, bon en marketing. Il faut qu'on vive 24 heures sur 24, il faut travailler avec du vivant. Enfin voilà, ça fait beaucoup. Si vous me permettez, je ne vous ai pas interrompu. Donc, ça fait beaucoup d'aspects pour un seul et même métier. Quand on dit que nous, on réclame l'innovation et qu'on est preneur de toutes les solutions que les différents corps de métier pourront nous apporter, que ce soit la recherche, l'équipement, etc., c'est parce qu'on est prêt à y aller. Et à un moment, si on nous le donne, on les prendra et on se les appropriera. On ne peut pas aujourd'hui dire que les agriculteurs ne s'approprient pas eux-mêmes leurs décisions. On est la profession, je pense, en France, qui a le plus subi de changements, d'adaptation dans les 50 dernières années. Pas une autre profession a autant évolué, s'est autant transformé dans les 50 dernières années que nous. On est tout le temps remis en question sur ce qu'on fait et on s'adapte. Donc on est preneur de solutions d'innovation, ça passera par là, la transition, et on les prendra. Et juste pour faire juste une dernière chose, il faut arrêter de vouloir nous imposer des modèles. Toutes les agricultures, aujourd'hui, il y a plusieurs modèles, c'est une diversité, mais on n'arrogera le droit à personne de décider de ce qu'on doit faire à notre place. Ça, c'est clair. Et l'agriculture, merci beaucoup à tous. Les agriculteurs, ils n'ont pas besoin qu'on les accompagne. Hein. Ils n'ont franchement pas besoin. Je tiens à vous rappeler quand même que le semi-direct sous couvert, il est développé par des agriculteurs, il n'est pas développé par l'INRA.
Hein, je veux dire, quand Lydia a organisé un voyage, les agriculteurs ont payé de leur poche pour aller au Brésil découvrir des nouveaux modèles. Ils ont pas, alors que l'INRA à l'époque écrivait que le semis direct sous couvert, ça marchait pas en France parce qu'on n'avait pas la climatologie pour. Et ils y sont allés. Je veux dire, donc, ils n'ont pas besoin qu'on les accompagne, c'est des grands garçons, ils savent très bien. Non, ce qui est nouveau pour eux, ce qui est très nouveau pour eux, c'est des laboratoires comme nous qui sont privés, qui sont obligés de payer du privé alors qu'ils avaient jusqu'alors tout qui était payé par les chambres d'agriculture, tous les conseils tombaient gratos. Là maintenant, il faut qu'ils se comportent comme des industriels, il faut qu'ils se prennent en main. Mais je trouve ça excellent, je trouve ça très sain. Et nous, quand des vignerons nous appellent pour raconter la qualité de leur vin, ils attendent pas que ce soit l'INRA qui leur explique comment on fait du bon vin. Ils sont jamais su faire du bon vin à Colmar, donc dans l'institut de l'INRA de Colmar. Ils savent très bien que c'est pas les gens de l'INRA qui vont leur apprendre à faire du bon vin.